Donc, bon jeudi matin, hein, c'est ça, on est jeudi, il est 9h07. Donc, comme vous le voyez, je suis Grégoire Haribo, donc conseiller au CPU. Et ce matin, je suis accompagné d'un collègue, Vincent Laberge, qui est aussi conseiller au CPU. Et on va aborder la grande question de, finalement, comment on va pouvoir animer son cours dans une approche collaborative et coopérative, mais aussi dans un mode hybride. Donc, on va voir comment on articule ensemble le présentiel et le distanciel. D'accord? On va regarder un petit peu, voilà, comment est-ce qu'on peut articuler son cours dans ce parcours qui se veut hybride. Et vous allez voir qu'il y a des mots qui reviennent assez souvent dans mon vocabulaire. Je parle souvent de parcours, je parle souvent aussi d'animation, parce que tout ça, c'est le reflet aussi de mon positionnement pédagogique. Je ne suis pas là pour donner un cours, je suis là pour le partager, l'animer. Et vous allez voir que ça va se ressentir aussi justement dans la manière dont je vais pouvoir articuler mon parcours, parce que le parcours, c'est quoi? Et vous le savez, hein, vous allez offrir à vos étudiants un contenu, vous allez partager avec eux sur un sujet et vous allez les faire cheminer. Donc, on chemine dans un parcours. C'est pour ça que moi, j'aime bien utiliser ce mot-là. C'est vraiment pour ramener de l'avant cette évolution, cet apprentissage qui va cheminer à travers plusieurs séances de cours, plusieurs travaux, voilà, plusieurs lectures, vidéos que vous allez leur partager. Alors, de quoi on parle? Alors là, c'est le plan, très rapidement, hein. Donc là, 9 heures, voilà, on fait le petit mot de bienvenue. Une mise en contexte, voilà, je suis un petit peu en train de la faire. Alors, il n'y aura pas le sondage Zoom ce matin pour voir les outils Studium. On va tout de suite aller sur justement qu'est-ce que doit être un étudiant finalement actif, comment on le rend actif dans son cours hybride. Donc, on va voir les deux approches collaboratives, coopératives. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place d'un point de vue technopédagogique, mais aussi pédagogique, bien entendu. Là, on va faire une première activité d'équipe. Donc, je vais vous faire réfléchir sur une question. Et puis, à 10 heures, on va voir trois scripts d'apprentissage. Donc, il y a en bon français, le think per share, mais en français, le 1, 2x, 1, 2 tous, 1, 2x. En français, c'est un peu toujours traduit différemment. Ensuite, on va voir un autre script que vous connaissez peut-être, c'est le graffiti. Et lui, il y a deux variantes, il y a le multiple et le circulaire. Et on va terminer avec un dernier qui est groupe d'experts. Alors, des fois, en français, les noms se retrouvent, se mêlent un peu. Là, j'ai eu d'autres enseignants, on parlait de méli-mélo, on parlait de popcorn, on parlait de plein d'affaires. Ça, ces trois-là, c'est vraiment, je pense, je trouve, les trois qui regroupent un petit peu tous les scripts qu'on peut avoir. Alors, il y a toujours des variantes, il faut toujours adapter à son cours, c'est sûr. Mais avec ces trois modèles-là, je pense que vous avez de quoi vous occuper et occuper vos étudiants. Et vous allez voir, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez les occuper quasiment de la même manière qu'ils soient en salle ou en ligne. Et même, on va rajouter une couche de vocabulaire, vous allez pouvoir les occuper de manière synchrone et asynchrone. Donc vraiment entre les séances de cours, parce que ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant, très important, c'est de pouvoir faire de la continuité entre les séances de cours. Donc là, on va voir avec ces scripts-là. Et puis même par l'articulation de votre cours, vous allez pouvoir faire de la continuité, hein. C'est vraiment quelque chose l'apprentissage doit vraiment aller tout le long, pas juste les moments de séance, c'est vraiment entre les séances qu'on va pouvoir travailler aussi. Et on va terminer avec une dernière activité où là, je vais vous poser la question qui tue, mais ça, je vous la laisserai pour tout à l'heure. Donc là, on commence. Partition en hybride majeur. En hybride majeur, pourquoi? Petite connotation musicale pour commencer. Quand vous êtes dans Moodle, et vous avez vu à l'Université de Montréal, on a tout un environnement technopédagogique, hein. On a Studium, donc quand on parle de Moodle, c'est effectivement Studium, donc la plateforme dans laquelle vous allez déposer vos cours, c'est la plateforme dans laquelle vous allez pouvoir éventuellement aussi évaluer vos étudiants, récupérer les notes. Donc on a Studium, mais on a aussi, vous avez vu Zoom, on est en plein dedans. Et vous avez aussi Teams qui est là, et Teams, pour le moment en tout cas, est plus pour l'encadrement des étudiants, donc entre les séances de cours, c'est un très bon outil pour ça. Mais Teams, ça va être aussi un très bon outil pour encadrer les travaux d'équipe.
Zoom, c'est vraiment pour l'animation de cours. En tout cas, pour le moment, c'est le positionnement techno de l'UDM au moment où on se parle. Mais quand on mêle Zoom, Teams et puis toute la myriade d'outils qu'on a dans Moodle, bah, on se retrouve avec plein d'outils, plein d'acteurs. Et bah, vous êtes un petit peu le chef d'orchestre qui allait articuler tout ça pour que votre cours ait vie et ait du sens. Hein, on est toujours dans le même défi. Il faut mettre en place les outils pour que ça marche, mais pour que ça marche, il faut que vous soyez confortable avec ces outils-là. Il faut que ça ait du sens aussi. Alors, on a toujours le droit d'expérimenter, hein. On peut toujours mettre en place un outil et puis voir est-ce que ça fonctionne pas. Mais il faut vraiment que ça ait du sens. Donc, dès que vous voyez qu'un outil fonctionne, vous le mettez en place. Dès que vous n'êtes pas certain, vous l'écartez parce que ça peut être des distracteurs pour les étudiants. Il faut qu'ils apprennent, hein, tout ça. Il faut qu'ils apprennent à manipuler le contenu. Donc voilà, il faut vraiment que vous soyez confortable et que c'est une vraie plus-value par rapport à l'apprentissage que vous visez, à vos objectifs tout bêtement pédagogiques. Tiens, on parlerait presque d'alignement là-dedans. Donc, un constat. Donc, l'enseignant doit animer son cours. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il doit partager et faire partager le savoir, mais aussi les expériences. Et c'est pour ça que ça va être très important et très intéressant de voir justement à quoi peuvent servir les moments asynchrones, c'est-à-dire entre les séances de cours, et aussi à quoi doivent servir vos séances de cours. Hein. Et donc, distanciel, présentiel, le défi, c'est de gagner l'engagement des étudiants, favoriser l'inclusion, bien entendu, limiter les facteurs de décrochage, bah, je viens à l'instant d'en parler, et tout ça, finalement, c'est rien de nouveau. Hein. On l'avait depuis presque la nuit des temps, c'est pas lié à 2020, c'était là bien avant. Avant, on avait l'image de l'étudiant qui était au fond de la salle à côté du radiateur. Bon, bah maintenant, on a l'étudiant qui ferme sa caméra. C'est un peu la même chose. Hein, et c'est exactement la même chose. Donc, c'est pour ça que je parle vraiment d'animer, d'engager. Il faut que vous rendiez finalement vos étudiants actifs, comme vous le faisiez avant en salle. Hein, vous faisiez des activités, vous leur posiez des questions. Bah là, maintenant, il faut arriver à le faire à distance. Et là, on a toute une série d'outils qui sont là pour ça. Alors, ce que je vous mets là, voilà, une question de rythme. Ça, c'est une idée. C'est même pas une proposition, c'est juste une idée de à quoi pourraient ressembler, bah, par exemple, les 6 premières séances d'un cours fictif que je donnerais. Et donc là, vous voyez, la première séance, je la commence en salle. Hein, ça peut être un peu moins perturbant. Si on peut la faire en salle, on va essayer de la faire. Et puis bah, là, vous voyez que je commence avec une présentation, hein, le diaporama. Et puis en dessous, bah, c'est peut-être des icônes que vous allez commencer à reconnaître. On a l'icône de Turning Point du vote électronique pour rendre les étudiants actifs. Donc là, c'est en fonction des outils auxquels vous êtes confortable, mais aussi les étudiants. Hein. Je ne reviens pas sur l'utilisation des outils. Hein. On a notre collègue André qui va être plus qu'expert pour vous parler de Turning Point. Vote électronique, c'est un outil qui est un petit peu moins puissant, mais qui est très flexible et déjà intégré à Moodle. Et puis voilà. Donc là, un outil de feedback, pareil. L'idée, c'est je présente et puis j'essaye d'interagir avec mes étudiants, voilà, pour m'assurer que bah, personne ne perd le train, que tout le monde est là, tout le monde est toujours, adhère toujours au contenu. Hein. Des fois, on parle de projet pédagogique, c'est vrai que, et de contrat, mais c'est très important quand même de vérifier presque en permanence que vos étudiants adhèrent à votre projet pédagogique et au contenu. Parce que s'ils n'adhèrent pas au contenu, les mécaniques de base d'apprentissage, de mémorisation, c'est que si j'adhère pas, je ne me reconnais pas dans ce que l'enseignant me dit et donc du coup, je ne mémorise pas. Donc l'adhésion va être quelque chose de très important. C'est pour ça que rendre un étudiant actif et puis voir avec des sondages, des votes, s'il est avec vous et s'il a compris, ça, c'est des outils qui peuvent et qui doivent être mis en place assez régulièrement. Donc là, vous voyez, entre les deux, je commence dur avec vous, hein, parce que je mets une icône en plein entre 2 séances de cours et puis en plein entre présentiel, distanciel. Ça, c'est quoi? C'est l'icône de Teams. Pourquoi? Parce que bah, dès le premier cours, et c'est valable d'ailleurs dans quasiment tous mes projets, j'aime bien mettre en place tout de suite une équipe Teams pour justement créer une communauté à l'intérieur de mon projet pédagogique. Et en l'occurrence, bah là, ça serait permettre à mes étudiants de leur offrir un espace de partage en dehors des séances de cours, mais aussi, pourquoi pas, pendant les séances de cours. Tout ça pour éviter, dans la mesure du possible,
des environnements parallèles qui seraient complètement incontrôlables pour moi, comme par exemple les groupes Facebook. Donc les groupes Facebook, les étudiants en avaient. Je pense qu'ils continueront à en avoir parce qu'ils ont besoin d'avoir leur petite bulle privée. Mais ça peut être quand même intéressant de leur offrir un espace dans lequel ils vont pouvoir partager entre eux pour des travaux d'équipe, mais aussi vous interpeller, vous, dans un environnement un peu plus contrôlé qui permet d'avoir beaucoup plus de suivi par rapport aux échanges que vous allez pouvoir avoir avec eux. Il faut arriver à l'articuler, ça. Donc, Teams, on est déjà dans de l'hybride total. On est entre deux séances de cours parce que ça, Teams, moi, j'aime bien le garder vraiment en filigrane de manière synchrone, asynchrone. Et puis, voilà, deuxième cours, une nouvelle présentation. On est avec Zoom. Troisième cours, là, je mélange. Alors, je fais exprès d'utiliser pas le mot, mais je mélange distanciel, présentiel. Hein, j'ai une cohorte en salle, une cohorte à distance. Donc en salle, je vais animer normalement et puis je vais activer mon Zoom pour pouvoir partager la présentation et échanger avec mes étudiants qui seraient à distance. Et puis on va cheminer comme ça. Alors, vous voyez, je mets des icônes. Je ne vais pas tout détailler les icônes, mais vous voyez ici, j'ai des icônes qui sont un petit peu tramées. Ça, c'est le contenu que je propose à mes étudiants de manière asynchrone entre les séances de cours. Donc ça, on le faisait déjà, on donnait des lectures, on demandait à regarder des vidéos. On peut aussi proposer de faire des remises de devoirs ou des remises de vidéos. Hein, on pourra reparler des scripts tout à l'heure. On peut même imaginer de faire des évaluations de manière asynchrone. Hein, c'est en haut du tableau. Tout ça, c'est fait, vous permettre de vérifier que tous vos étudiants sont là, éventuellement alimenter le carnet de notes. Mais il y a aussi un effet rassurant pour les étudiants, et là, c'est pas du tout mon côté marketing qui parle, c'est vrai, je le pense vraiment. Et ça a été écrit, hein, ça crée un certain niveau d'autonomie chez l'étudiant, le fait de pouvoir faire des évaluations formatives régulièrement, parce que les étudiants vont pouvoir comme ça vérifier par eux-mêmes s'ils répondent à vos attentes. Ils n'ont plus besoin avec ça, en tout cas ça va en limiter certains, ils n'ont plus besoin voilà, de vous écrire en permanence des courriels pour vous demander est-ce que j'ai le niveau, qu'est-ce que vous pensez de moi. Vous savez, les étudiants qui viennent vous voir à la fin du cours, voilà, est-ce que je suis bon, c'est quoi qu'il faut faire pour la semaine prochaine. Non, tout ça, on a des outils dans Studium qui vont vous permettre et qui vont leur permettre justement d'avoir cette autonomie. Petite parenthèse, je parlais à l'instant des étudiants, c'est qui nous demandaient, moi je l'avais tout le temps, hein, des étudiants qui me demandaient, c'est quoi qu'il faut faire pour la semaine prochaine? Alors moi, je leur dis, bah, je vous l'ai déjà dit 10 fois, il faut faire ça. Bon, bah là maintenant, on n'a même pas besoin de le dire 2 fois. On a un outil qui est dans Studium, c'est le bloc de suivi d'achèvement. Donc ça, j'en parle pas plus, on pourra s'en reparler après ou vous parlerez avec vos conseillers facultaires. Mais le suivi d'achèvement va être un outil qui va vous permettre d'indiquer à vos étudiants quelles sont vos attentes en termes de délai par rapport à des lectures, par rapport à des travaux à remettre. Et c'est un outil qui va leur mettre des alertes pour leur dire s'ils sont dans les temps ou pas dans les temps, puis ça va leur dire surtout pour quand c'est attendu. Hein, donc Studium est vraiment là pour vous soulager. Hein. Ce n'est pas une surcharge. Ça l'est au début, parce qu'il faut apprendre à s'en servir, il faut comprendre l'intérêt pour votre cours, mais Studium est vraiment là pour vous soulager. Donc une fois qu'on monte son cours, moi je me suis amusé là depuis le début de l'année avec les enseignants que j'accompagne et puis aussi pour mes projets, bah, à commencer à faire finalement un portrait de mon cours, de mes cours. Et là, vous voyez, j'ai plusieurs axes, présentiel, distanciel. Donc, je vais essayer de le positionner dans ma toile. Ensuite, je vais mesurer ce qui est asynchrone, ce qui est synchrone. Et je vais intégrer, est-ce que j'ai fait beaucoup d'éval sommatives, formatives? Alors, formatives, en général, on en a une ou deux, hein, mais des formatives, c'est bien justement d'avoir une toile qui pousse un peu plus vers le formatif. Donc là, vous voyez, par exemple, mon cours bleu, voilà, clairement, il y a beaucoup d'évaluations formatives par rapport au sommatif, ça peut être correct. Vous voyez que le cours est très distanciel, il y a un petit peu de présentiel, mais il est essentiellement distanciel. Et dans la logique des choses, il y a beaucoup d'asynchrone aussi. Donc ça vous donne un petit peu une idée. C'est pas tant un objectif à avoir, c'est vraiment vous prendre conscience de ce qu'est votre cours.
Hein. Comme ça vous permet des fois de réajuster. Si vous voyez que votre cours tend plus vers un axe ou un autre et que ce n'était pas votre volonté, ben, ça vous permet d'en avoir conscience et d'ajuster aux besoins. Là, maintenant, on a un petit peu dégrossi le contexte. Maintenant, on va parler de collaboratif et coopératif. Là, pour commencer, j'ai voulu y aller avec un tableau. Donc, je vous ai mis la référence, hein, ça date un petit peu, 2014, mais c'est un tableau qui reste encore d'actualité, avec les trois niveaux d'apprentissage actif. Donc, l'actif, constructif, interactif. Et ce que j'ai fait, c'est que je vous ai placé un petit peu les icônes Studium qui étaient, qui étaient un petit peu les plus pertinentes par rapport au niveau qu'on vise. Donc là, c'est vrai que si on veut un cours coopératif, collaboratif, bah, il faut minimalement voilà, pouvoir mettre en place des activités comme la remise de devoirs. Hein, je commence par la colonne constructif quand je commence par le bas. Hein, la petite feuille avec la main, ça c'est la remise de devoirs. Au-dessus, c'est l'activité base de données. Donc la base de données, elle, est très intéressante parce que les étudiants vont pouvoir compléter des fiches, donc des formulaires que vous avez construits, et les étudiants vont pouvoir les compléter, donc ils vont répondre à des mini-formulaires. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont pouvoir les partager ou pas entre eux. Et donc les autres étudiants vont pouvoir voir ou pas les fiches des autres, mais surtout aussi les commenter. Et puis au-dessus, l'activité glossaire. Donc je ne reviens pas, c'est quoi un glossaire, mais dans la même logique, les étudiants vont pouvoir commenter, ils vont pouvoir interagir entre eux. Donc ça, c'est des très bons outils, voilà, pour faire de l'idéation collaborative. La remise de devoirs, ça va être idéal pour la remise de travaux. Et après la remise de travaux, bah, à vous de voir, est-ce que vous voulez la faire collaborative ou euh, à la pièce, c'est-à-dire chaque étudiant remet son devoir. Mais en tout cas, la remise de devoir va vous permettre de faire ça, puis on va voir justement comment on va pouvoir le faire. Et puis, bah, le constructif, on va intégrer les autres activités, hein, mais les autres activités, c'est vraiment l'actif, hein, c'est vraiment le niveau de base pour l'engagement. Je ne parle pas d'interactif, parce que l'interactif, c'est mes collègues Farzine et André cet après-midi qui vont en parler. Donc là, on va faire une première activité. Alors, non, quel est votre environnement? Non, ça, on va le faire. Alors, si, je vais le faire. Vous allez m'écrire dans le clavardage deux outils Studium que vous utilisez assez régulièrement pour engager vos étudiants. Voilà, je vous laisse une minute. Voilà, vous les écrivez comme ça, les deux pour rendre actif. Le forum, évidemment, il vient très vite, il est populaire. Test, oui, pour les quiz, effectivement. Et courriel, oui. Oui. H5P, effectivement. On n'en a pas parlé encore. Les rétroactions, oui, Yvan. Je dis oui parce que ça va être le gros de l'après-midi, ça, les rétroactions. Effectivement. Alors j'ai vu, il y en a un, c'est pas important qui, parce que je pense pas que ce soit le seul. Les outils qui sont pas les outils Moodle ou qui sont pas dans Moodle Studium où voilà, on s'écarte de Zoom et de Teams. Il y a des milliers d'outils pour faire des sondages. Il y a des milliers d'outils pour faire des tableaux blancs. Ce qui fait que je comprends très bien qu'il y en a certains d'entre vous qui avaient découvert ça, qui avaient appris à vous en servir. Et c'est toujours un petit peu rageant, décevant de devoir arrêter d'utiliser un outil pour lequel on a mis de l'effort. Je ne reviens pas sur la pertinence ou pas, parce qu'il y en a une, elle est certaine. Maintenant, il faut bien avoir conscience que dès que vous sortez des outils institutionnels, vous êtes seul au monde, d'accord? Il ne peut pas y avoir de soutien, on ne peut pas vous aider, on ne peut pas vous inspirer, parce que des fois, c'est des outils qu'on ne connaît pas non plus. Alors que si vous utilisez les outils Zoom, Teams, qui ont des tableaux blancs, qui ont des outils de sondage, que vous utilisez toute la trousse à outils de Studium, avec notamment H5P,
Là, vous avez toute une équipe de conseillers, il y a toute une équipe de soutien, ce qui fait que là, grosso modo, vous avez une équipe, là, je ne sais même plus, Vincent, combien on est, mais on va dire, vous avez une vingtaine, une trentaine de personnes qui sont là pour vous aider. Alors que si vous utilisez, alors Kahoot est tellement connu que je pense qu'on acceptera de vous aider, mais vous utilisez les outils de Pool, je ne sais plus comment il s'appelle, Pool VR, ou les autres outils qui ont été mis dans la liste. Là, malheureusement, on pourra peut-être pas du tout vous aider, même si on n'avait rien à faire de notre journée, ce qui n'est pas le cas comme vous. Donc voilà, donc oui, les outils, j'ai beaucoup vu Forum, Devoir, H5P. H5P, effectivement, est un très bon outil pour rendre les étudiants actifs. Alors, il faut faire attention avec H5P, c'est vraiment pour du formatif, hein, c'est vraiment pour de l'apprentissage. Il faut absolument pas, en tout cas, il ne faut pas encore trop l'avoir à l'esprit pour de l'évaluation pure, parce que même pour le formatif, il y a certains effets auxquels il faut avoir conscience. Euh, voilà, Vincent vous a rajouté un petit commentaire aussi. Donc là, je vais continuer. Alors, l'étudiant, on parle de pédagogie active, donc ça veut dire que vous êtes actif, mais en soi, on l'est déjà, hein, même avec un exposé magistral, je pense que l'enseignant est plus qu'actif à la fin de la journée, on le ressent, mais il faut que l'étudiant soit actif. Et donc là, on a encore une autre référence, et toujours d'actualité, hein, même si elle commence à dater, elle aussi. Il faudrait que je vous en mette des plus récentes, hein, parce qu'il y en a tous ces modèles-là ont été révisés depuis les 2 dernières années. Mais il y a quand même ces 6 défis-là qui restent, hein, même s'ils ont été renommés, remodernisés. Les défis de l'enseignement hybride et notamment de l'enseignement à distance, ça, vous l'avez vu, vous allez le découvrir. euh, il y a beaucoup de contenu finalement qu'on donnait en salle sans même s'en rendre compte. Et donc pour rendre l'étudiant actif, et c'est valable aussi pour le présentiel, le premier défi, c'est finalement de réduire ce volume. Il faut arriver à donner du contenu le plus condensé, le plus pertinent possible. Notre collègue Guylaine parle beaucoup d'alignement pédagogique. Ça rejoint encore une fois, euh, c'est un écho, hein, c'est un effet de quand on fait de l'alignement, on réduit le contenu par conséquence, parce qu'on va le rendre de plus en plus pertinent, on va évaluer tout ce qu'on aborde. Donc voilà, plus vous donnez du contenu, plus vous êtes un spectre pédagogique large, et plus votre évaluation doit être large aussi. Donc ça va aller avec l'alignement. Mais juste pour faciliter l'inclusion et rendre les étudiants actifs, le premier défi, c'est d'arriver à réduire ce volume-là. Le deuxième défi, c'est un effet, c'est d'optimiser le matériel. Donc, ça veut dire que tout ce que vous mettez en ligne doit être le plus efficace possible. Donc, on va éviter, c'est pas en éviter, on va propulser en avant vraiment les activités qui vont favoriser l'apprentissage. Donc, pour ça, on a des bonnes pratiques qui sont là, qui a été d'ailleurs confirmée par nos collègues, en tout cas par l'ordre des optométristes, hein. Je ne sais pas si vous connaissez la règle des 20-20-20. Je pourrais vous la remettre en commentaire plus en détail, mais sinon vous faites la règle des 20-20-20 de l'ordre des optométristes, qui est une règle pas du tout pour l'apprentissage, mais qui est une règle pour le travail à distance. C'est je suis 20 minutes devant l'écran, donc 20 minutes à me former. Je fais une pause de 20 secondes pour regarder à 20. Alors moi je suis nul avec les unités anglo-saxonnes, 20 pouces, 20 pieds, non 20 pouces plutôt. 20 pieds ça ferait loin. Mais voilà, cette règle des 20-20-20, finalement, fait un écho. J'ai été surpris quand les optométristes ont fait ça, parce que ça rejoint exactement les règles de bonne pratique de la formation à distance. On va faire des séquences d'apprentissage de 20 minutes et on permet à l'étudiant de faire une petite pause. Alors, on n'était pas à la mesurer le temps de la pause ni la distance qu'il faut regarder, mais on était quand même là, en formation à distance, à préconiser une durée maximale. Comme vous le savez peut-être déjà, parce qu'on parlait beaucoup de ça pour les vidéos, on dit qu'une vidéo efficace, c'est une vidéo qui dure 5 minutes, 8 minutes grand maximum. Bon, bah, on peut aller plus loin en disant que une séquence, un bloc d'apprentissage ne doit pas dépasser 20 minutes. Voilà, donc pour ça, deuxième point, on optimise le matériel. Ensuite, le troisième défi, c'est la perception positive de l'exposé magistral. Alors effectivement, il y a beaucoup d'étudiants qui sont confortés là-dedans, que c'est un format qu'ils aiment, qu'ils apprécient.
Donc, faut arriver un petit peu à déjouer cette perception. Alors, l'exposé magistral peut être bon, hein. On a des enseignants parmi vous, vous êtes certains des vrais showman. Vous faites un spectacle qui est très attrayant, puis aussi très efficace. Il y en a qui expliquent super bien les choses. En soi, c'est de l'exposé magistral, mais il faut quand même arriver à réduire cette proportion de l'exposé magistral. Il faut un petit peu faire violence aux étudiants qui ne veulent que ça. Il y a des étudiants, le radiateur, c'était leur ami, ils aimaient bien être assis à côté. Il y en a qui aimaient bien voilà, avoir la main dans la tête dans les mains et puis à regarder leurs feuilles, faire semblant qu'ils prennent des notes. Voilà, ils dormaient pendant votre cours, ils vous écoutaient peut-être, mais voilà, ils n'étaient pas non plus hyper actifs. Donc il y a des étudiants qui aiment ça, donc il faut arriver un petit peu à déjouer presque un paradigme d'apprentissage finalement. La charge de travail, ça, elle est indéniable et je vous cacherai pas que pour les premières fois, développer du contenu, développer un cours, c'est beaucoup de travail. Ça l'est quand on fait en salle, mais ça l'est un petit peu plus effectivement quand on le fait à distance parce qu'il faut vraiment tout préparer. Mais l'avantage de cette charge de travail, le quatrième point, c'est que plus votre cours se donne et plus vous allez avancer et plus votre charge justement va décroître. Et avec le temps, ben, je vais même moins travailler qu'un collègue qui donnerait que des cours en présentiel. Parce que les outils sont là, ils peuvent être récurrents, il y a un travail d'analyse qui est beaucoup plus efficace. Voilà. Donc la charge de travail, elle est quand même là au moment de commencer son cours et de le développer, c'est vrai. Le contexte de diffusion, ça, c'est un point auquel vous êtes très conscient pour vous, hein. Il faut comprendre Studium, il faut comprendre comment il fonctionne. Vous avez vu comment Zoom fonctionne, vous avez vu aussi comment Teams fonctionne. Ben, il faut vous dire aussi que les étudiants, il faut qu'ils comprennent comment ces outils-là pour pouvoir s'en servir. Et ça, c'est un vrai défi parce qu'on sous-estime cet effort qu'il faut mettre auprès des étudiants pour qu'ils maîtrisent les outils, que ça soit Moodle, Studium, hein, je veux dire même vous faites une activité base de données, comme je disais tout à l'heure, ben, il faut expliquer aux étudiants ce que c'est, mais il faut aussi leur expliquer voilà, comment ils complètent, comment ils commentent. Zoom, pareil, un sondage, voilà. Il faut vraiment expliquer aux étudiants. Donc moi, je le fais toujours à ma première séance de cours. En tout cas, la première séance de cours qui va faire appel à un outil technopédagogique, je prends toujours un moment pour expliquer comment il fonctionne. Parce que si je ne le fais pas, je suis sûr d'avoir un échec dans mon activité. Les étudiants ne vont pas la faire, ils vont mal la faire, ils ne vont pas répondre du tout aux objectifs pédagogiques. Et puis pour vous, ça va être un échec parce que vous allez réaliser que vous avez mis de l'effort sur un outil puis que ça ne fonctionne pas. Les étudiants ne s'en servent pas. Mais très souvent, les étudiants ne s'en servent pas. Pourquoi? Parce que l'outil n'a pas été amené. Et j'en dis pas plus, parce que Vincent va renchérir un petit peu sur cet effet-là tout à l'heure. Et donc la résistance, voilà, sixième point, des étudiants qui n'apprécient pas la pédagogie active, qui n'apprécient pas les interactions. Voilà, donc là, il faut arriver à jouer un petit peu avec ça, puis à trouver une source de motivation. Donc la structure du parcours, je vous donnerai ma présentation, là je vais avancer un petit peu, parce que je vois que l'heure avance. Ce que je voulais faire, voilà, gérer sa cohorte. Donc les scripts, voilà, il y en a plusieurs, hein. Je vous ai mis une liste complète, vous pourrez la regarder si vous avez envie d'encore plus d'inspiration. Mais la colonne de droite, voilà, les trois scripts qu'on va voir et la salle, hein, qui reste un environnement de formation, hein. On est dans un monde et dans un mode hybride. Puis l'environnement, voilà, on en a parlé. Alors, gérer la cohorte, je vais tout de suite sauter cet écran parce que c'est celui-là finalement qui résume un petit peu tout et qui va vous permettre de faire les activités qu'on va faire ce matin. Quand vous faites des travaux d'équipe, vous l'aviez vu quand vous le faisiez en salle, il faut quand même introduire les étudiants donc, à l'activité, à l'énoncer, ce que vous attendez d'eux, mais ça peut être aussi très intéressant de les introduire finalement aussi au rôle qu'ils vont avoir dans l'équipe. Pour que le travail avance, il ne faut pas que ça soit un vrai capharnaüm, il ne faut pas que voilà, chacun veuille parler, tout le monde prend des notes, il n'y a rien de consolidé, ça part un petit peu dans tous les sens. Pour éviter que ça parte dans tous les sens, voilà, il y a quatre rôles qui ont été répertoriés, hein, quatre rôles majeurs. Donc, le rapporteur, je commence par la droite. Le rapporteur, c'est celui qui va prendre la parole à la fin du travail d'équipe et qui va parler devant la salle
la salle salle ou la salle Zoom, hein, ça va être exactement la même chose. Ensuite, vous avez l'animateur. L'animateur, des fois, on parle aussi de maître du temps, de celui qui contrôle, qu'on a bien répondu à toutes les questions. Donc, c'est l'animateur. C'est pas du tout un rôle plus important qu'un autre, hein. Les quatre rôles sont tout aussi importants. L'animateur est un rôle qui peut même être un petit peu frustrant, dans le sens que l'animateur n'est pas là pour donner son avis, il n'est pas là pour finalement donner du contenu, de la matière, il est vraiment là pour vérifier que le groupe travaille dans la bonne voie et fait attention au temps. Donc c'est vraiment quelqu'un qui contrôle, qui coordonne l'activité de l'équipe, mais là où ça peut être frustrant, c'est voilà, il n'a pas trop, il peut toujours parler, évidemment, on ne va pas le bâillonner, mais c'est pas un rôle dans lequel il va devoir mettre en avant sa participation finalement. Le secrétaire, c'est pareil, c'est pas quelqu'un qui va être là pour parler plus que ça, pour partager des idées ou autre, parce que le secrétaire, c'est celui qui fait toute la prise de notes. Donc là, lui, il faut qu'il échappe rien. Hein, il n'est pas là à vouloir monopoliser la parole, parce que s'il monopolise la parole, du coup, il prend plus les notes. Donc là, le secrétaire, lui, c'est vraiment celui qui note tout ce qui se dit, qui synthétise, qui articule comme il faut pour que le rapporteur puisse justement rapporter comme il faut. Et le participant, bon, c'est celui qui est là pour l'idéation, qui donne les idées. Et là, il n'y a pas de modèle systématique, dans le sens que il y a des projets, il y a des cours, il y a des activités dans lesquelles vous allez pouvoir demander aux étudiants de choisir le rôle qu'ils veulent, selon leur appétence, selon un petit peu voilà, leur profil qui y sont. Mais il y a aussi d'autres projets, d'autres activités où c'est vous qui allez donner ces rôles-là. Notamment, par exemple, quand vous êtes sur une activité où vous voulez que les introvertis deviennent un peu plus extravertis, qu'ils arrivent à s'exprimer. Donc là, par exemple, un introverti, si je voulais un petit peu le forcer à prendre la parole, je lui donnais un rôle de rapporteur, peut-être même d'animateur. Et puis au contraire, celle qui est ultra extraverti, qui parle fort, qui parle tout le temps, qui a toujours des tonnes d'idées, en soi, c'est très bien. Il faut surtout pas le castrer ou la castrer, hein. Faut surtout pas en arriver là. Mais ça peut être intéressant de lui donner un rôle de secrétaire ou même d'animateur. Parce que quelqu'un qui est très extraverti, animer un groupe, ça va être génial. Mais il va falloir qu'il arrive à prendre sur lui ou sur elle pour garder ses idées, pour laisser les autres parler. Donc, vous voyez un petit peu l'idée, c'est que ces rôles-là, vous pouvez laisser les étudiants les choisir et puis voilà, ils se font plaisir, ils sont qui ils sont. Mais vous pouvez aussi, dans d'autres cas, donner ces rôles-là pour pousser de l'avant certaines compétences, parce qu'on parle de compétences finalement, certaines compétences qui sont à développer chez certains. Ah. Donc là, on va faire l'activité de groupe, mais je vois qu'il y a une main levée, donc je vais prendre deux, trois questions avant l'activité si vous voulez. Donc Martine, vous pouvez allumer le micro. C'est bien beau, là, on a comme 4 rôles importants, mais c'est un minimum de combien de personnes par équipe pour que ça soit efficace? Parce que sinon, il y en a juste un qui donne ses idées, les autres, il faut qu'ils ils ont d'autres choses à jouer, là. Alors, si vous êtes sur une toute petite cohorte, il y aura peut-être juste un rapporteur et un participant, et des participants. Hein, parce que là, la cohorte, ils sont 4. Donc c'est vrai que là, donner les 4 rôles aux 4, moi j'en donnerais peut-être juste un qui va animer, rapporter, et puis les autres qui sont dans l'idéation. Si vous êtes dans des très grosses cohortes et que vous faites des groupes de 10 étudiants, 10 étudiants, vous donnez les 3 rôles, rapporteur, animateur, secrétaire, tous les autres sont participants. OK, merci. Est-ce qu'il y a, ou même sur les autres écrans, est-ce qu'il y a un commentaire? Non. Tout le monde est d'accord avec moi? C'est incroyable. Bon. Faut que tu les réveilles, Grégoire. Allez. Voilà, alors je vous réveille justement avec une première activité. Je vais vous mettre dans le clavardage un lien pour pouvoir la faire. Alors ça va être des activités un petit peu flash hein, qu'on va faire. Là, je vous avoue, parce que on a la matinée qui est courte. Donc dans cette activité, vous allez voir, il y a un lien que je vous ai donné.
dans laquelle je vous ai remis un petit peu mon tableau avec les 10 séances de cours, 6 séances de cours. Et puis, je voudrais que vous réfléchissiez en équipe, justement, à quoi pourraient ressembler vos premières séances de cours? Quelles activités vous pourriez mettre en place? Présentiel, distanciel? Voilà, je vous laisse voir. Dans le schéma, vous avez le tableau, vous avez les icônes Studium, vous pouvez mettre des commentaires. Donc, je vous laisse manipuler ça. Donc là, vous êtes pas très nombreux, hein, vous êtes une quinzaine, une dizaine. Donc, on va faire 3 équipes. Donc là, je sais pas, Vincent, tu peux lancer les équipes ou pas, toi? Non. Alors, je vais lancer 3 équipes. Vous allez nommer justement celui qui va être le rapporteur. Et celui qui va être rapporteur, bah, c'est lui qui va pouvoir générer une image à partir du tableau blanc, parce que le lien que je vous donne, c'est un tableau blanc. Hein, donc, on verra après si on a un petit peu de temps pour le partage. Mais le rapporteur, voilà, c'est lui qui va partager le tableau et qui va générer l'image pour pouvoir me l'envoyer après. Donc, je vous donnerai mon courriel à la fin du webinaire, comme ça ceux qui n'auront pas pu prendre la parole pourraient me l'envoyer et puis je vous reviendrai après. Donc là, je vous laisse cliquer sur le lien, ça va ouvrir un autre onglet. Et moi, pendant ce temps, je vais créer les groupes. Voilà. Et donc là, on va faire 3 salles et aléatoire. Donc je vous dis alors, je vais regarder mon planning, mais on va se donner 10 minutes pour cette activité. Donc là, il est 43. Donc on se retrouve à 50, allez, 55. Bon, on n'a pas complètement terminé, donc j'ai pris les dernières informations Correct. et partagées. On était rendu, c'est ça, au cours 8-9. Là. Donc, dans l'idée, en fait, ce qu'on pensait, c'est que la première séance devait être plutôt en présentiel pour que les personnes commencent à se connaître, puis Oui. on va leur expliquer toutes les activités pour qu'ils ne soient pas perdus par la suite. Mhm. Donc, on a mis un mix d'activités. Là, on a vraiment tout expliqué pendant la première séance. Oui. Puis ensuite, on avait plusieurs cours qui étaient en distanciel, Mhm. avec des activités en autonomie de tests électroniques. Ok, Et oui. à partir du quatrième, cinquième, oui, c'est ça. Je pense qu'il n'y avait juste pas de cours 5, mais à partir du Oh, ouais. cinquième cours, on prévoyait de les séparer en demi-groupes, puis faire une partie de la classe en présentiel, l'autre en distanciel. Oui, ok. Puis pour terminer, finalement, un rendu de devoir par la suite. Ça, Vincent, pareil, tu me corriges hein, si je dis des bêtises, mais vous avez notre collègue François qui va animer une formation justement sur, bon, alors pour le moment, on va parler de multimodal, mais justement, il va animer une formation pour montrer comment est-ce qu'on peut animer un cours en salle et à distance en même temps. Hein, parce qu'il y a certaines salles à l'UDM qui sont équipées avec des caméras, qui ont le matériel pour. Et donc là, bah je vous laisse aller sur le site du CPU, mais vous regarderez, il y a une formation à un François Charpentier-Lemieux qui va animer ça, je pense, avec Fabien Brinjean chez nous. Donc ils vont animer une formation là-dessus. Donc si vous êtes concerné par le multimodal, moi je vous invite fortement d'aller les voir. En plus, ils expliquent super bien. Ils maîtrisent très bien le sujet. Donc je pense que ce sera un bon moment s'il y a de la place encore. Ok. Alors le truc, Claire, c'est dans ce format-là. Hein, je reviens là-dessus, on en avait parlé. Mais la première séance, là, je vois, il y a beaucoup de ressources. Déjà, c'est la première séance. Donc, il faut expliquer votre plan, il faut expliquer votre projet. Là, il y a des outils. Donc, c'est vrai que votre séance de cours, là, avec tous ces outils-là, faudra prévoir le temps en conséquence pour les introduire. Il ne faut pas oublier ça. Vous pouvez faire une recension aussi des supports qui existent. Hein, vous pouvez les mettre sur votre cours dans Studium. Mais voilà, vraiment pensez à ça, parce que là, c'est très bien. Il y a plein d'outils. C'est des outils en plus que vous pourriez utiliser même dans les autres séances. Puis une fois que les étudiants savent s'en servir, je veux dire là, ça fuse. Hein. Vous allez pouvoir enchaîner les votes, vous allez pouvoir voilà, faire plein de rétroactions. Mais c'est vrai que la première séance, là, il y a une petite courbe d'apprentissage chez les étudiants. Et même de manière générale, les étudiants ne sont pas réellement formés à l'utilisation de Studium. Hein. Faut garder à l'esprit que si vous trouvez ça dur parce que vous apprenez par vous-même, vous n'avez pas de soutien, dites-vous que vous avez plus de soutien que les étudiants quand même.
Ok. Est-ce qu'il y a un autre rapporteur qui voudrait partager? Euh, le tableau, mais moi, ce qui m'intéresse là, comme ce que Claire a partagé pour son groupe, c'est vraiment l'approche pédagogique que vous pouviez avoir dans votre cours. Est-ce qu'il y en a un autre là? On aurait peut-être encore 1 ou 2 minutes pour un autre rapporteur ou participant. Non? Alors, avant de continuer, c'est vrai que Vincent soulevait. Si je peux me permettre, Ah bah oui, bah, bien sûr. oui, dans notre équipe, on n'est pas allé très loin, mais je pense qu'on a fait quand même quelque chose qui méritait de partager avec Mhm. les autres collègues. On a beaucoup mis l'accent sur la première séance de cours, que Oui, nous avons tout estimé que c'est le plus déterminant. bien sûr. Donc, il ne faut pas le rater. Et on était unanime là-dessus. Avant de se rendre dans la salle de classe, au préalable, il y a un courrier qui a envoyé longtemps en avance aux étudiants, Oui. un bon message de bienvenue. Et par Mhm. la suite, il y a un sondage qui est fait pour avoir une idée déjà de leurs connaissances antérieures. Oui. Est-ce que vous avez écouté le webinaire de ma collègue Julie Bien qui évidemment, parlait de la pédagogie de la première session? tout à fait. Oui, Bon, et ça s'entend. aussi, bon, aussi en présentiel, on a estimé qu'il serait intéressant d'utiliser les logiciels pour style SVA. C'est un outil très intéressant qui a été Oui. développé par Denis Barbeau, Mhm. que j'utilise depuis une dizaine d'années maintenant dans mes Ouais. cours. Donc, la première colonne, c'est qu'est-ce que je sais? Ce que je sais au sujet de la matière que je suis en train de suivre. Ah oui, oui, d'accord. Et V, c'est qu'est-ce que je veux vraiment savoir. Mhm. Et la colonne A, ça, vous le réservez à la fin de votre cours pour revenir là-dessus et demander justement à l'étudiant qu'est-ce qu'il a finalement appris. Ouais. Et Ça ça, vous est-ce qu'il vous le permet, partage? Il vous le partage à vous, Justin? disons, c'est vous qui donnez ça aux étudiants, ils vont le compléter en tout début de cours et vous les faites travailler en équipe pour échanger. À la fin aussi, ça vous permet de les faire toujours en équipe pour discuter entre eux. Ça Oui. permet, parce qu'au cours de la session, on s'entend là qu'il y a des absents parfois. Mhm, mhm. Et ces absents peuvent parfois estimer qu'il y a certaines notions ou concepts du coup qui n'ont pas été vus. Oui. Mais quand vous les mettez en équipe, c'est les mêmes collègues qui vont dire, hey, écoutez, là, on a vu ci, on a vu ça. Et par la suite, vous faites un résumé par équipe pour dire Ben vraiment oui. ce qu'ils ont retenu de la session. Oui, oui. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce modèle-là, effectivement, c'est qu'est-ce que je veux voir. Parce que vous, je ne sais pas si vous l'avez eu ou d'autres dans la salle, hein, pourraient mettre dans le commentaire, pareil, si vous avez utilisé ce genre d'outils. Mais dans le qu'est-ce que je veux voir, des fois, ça permet aussi d'identifier des personnes qui, c'est pas qu'elles se sont trompées de cours, mais que leurs Absolument. attentes par rapport au cours sont pas les bonnes. Absolument. Et Ouais, du hein. coup, lors de la deuxième séance de cours, c'est donc l'occasion de clarifier, dire oui, voilà, et ainsi de suite, de clarifier, de faire le point. Parce que c'est une Oui. sorte d'évaluation diagnostique qui se fait de manière formelle. Ouais, mais c'est super que vous soyez intervenu, parce que c'est vrai que cette activité-là, faudrait la faire presque à chaque premier cours. C'est très très intéressant d'avoir cette photo et cette photo qui évolue. Ouais. Est-ce que alors je regarde dans le clavardage, voilà Nicolas qui a réagi. Alors voilà, on va continuer, mais si vous avez des questions ou des commentaires, hein, n'hésitez pas à les écrire dans le clavardage. Vincent est là pour vous répondre dans la mesure du possible. Et puis s'il y a des questions auxquelles il répond pas ou voilà qui sont récurrentes, moi je prends un moment avant chaque activité pour répondre, hein. Donc n'hésitez pas à intervenir dans le clavardage. Là, je vais repartager mon écran, on va continuer. Donc on va passer en revue les 3 scripts d'apprentissage que nous, on aime bien au CPU. Mais voilà, n'hésitez pas à intervenir dans le clavardage. Voilà, je réaffiche un petit peu les commentaires pour voir ce qui se passe. Je vois vos caméras. Puis on va relancer l'enregistrement pour ceux qui le souhaitent ou qui n'ont pas pu être là. Donc, ah bah, je suis en train d'enregistrer, c'est bon. Attendez, je vérifie juste. Excusez-moi, je n'ai pas envie de me tromper. Ouais, c'est bon, j'enregistre. Et donc là, vous voyez, là, je suis à distance.
il y a des petites erreurs de manipulation, il y a des petits doutes, on ne sait pas trop où on va. Euh, c'est pas un problème. Je veux dire, en tout cas pour ma part, j'ai aucune gêne à montrer quand un outil ne marche pas ou que je suis pas à l'aise, je suis un peu perdu. J'ai aucun problème à vous le montrer. Ça crée de la proximité, d'accord? On parle toujours la formation à distance, ça crée de l'éloignement. Là, c'est de la proximité. Je veux dire, je suis humain, je me trompe, il y a un outil qui marche pas, c'est normal. Avant, vous aviez la même chose avec votre ordinateur qui marchait pas, le rétroprojecteur qui voulait pas s'allumer. Bah, c'était la même chose. Voilà. Donc vos étudiants, ils vont avoir exactement la même tolérance à distance qu'en présence. Donc faut pas stresser. Si un jour vous faites un Zoom ou un Teams et puis un truc qui marche pas, c'est pas grave. Prenez le temps pour le résoudre. Si c'est résolu pour la prochaine séance, bah, ce sera la prochaine séance. Voilà. Vos étudiants sont très reconnaissant des efforts que vous allez pouvoir faire pour eux. Donc, il n'y a pas à être gêné par ça. Voilà, c'était la petite parenthèse. La même parenthèse d'ailleurs pour les caméras. Vous savez, on parlera des rétroactions cet après-midi. Mais même là, la caméra, il y en a des fois, comme les étudiants, mais comme des enseignants. Bon, les enseignants, on n'a presque pas le choix, on va dire. Mais pour les rétroactions, des fois, il y a des enseignants qui me disaient, moi, je veux pas faire de rétroaction vidéo parce que je vais bafouiller, j'ai pas un beau fond. On s'en fiche. Bafouiller, c'est pas grave. Vous êtes un prof, vous êtes un humain, vous avez le droit de bafouiller, vous avez le droit de vous reprendre. Euh, pareil, votre fond, voilà, peut-être éviter de faire ça dans la cuisine avec la vaisselle sale, mais mettez-vous devant un mur propre et puis ça fera très bien l'affaire. On est des humains et les étudiants le savent, ils le veulent même. Hein. Ils veulent pas des animateurs de télé, hein, ils veulent vraiment des professeurs qui sont là pour eux. Voilà, petite parenthèse, là je continue, c'est promis. Alors on était un petit peu plus avancé que ça là. Donc les scripts d'apprentissage. Alors le premier, j'ai baissé mes groupes. Voilà, le premier, donc le signe pair share, donc le 1, 2, X. Donc le 1, on pose une question aux étudiants. On leur laisse 5 minutes, 1 minute, ça dépend un petit peu de la vivacité qu'on veut générer chez eux. Et ils réfléchissent tout seuls à la question. D'accord? Ils réfléchissent au point, ils peuvent prendre des notes, voilà, ils ont 5 minutes. Ensuite, on les fait travailler en binôme. Donc là, ils travaillent à deux, ils partagent leurs idées. Comme dans Zoom, on fait des groupes. Là, vous feriez des groupes éventuellement aléatoires, des groupes de deux. Comme en salle, bah, vous diriez aux étudiants, bah, mets-toi avec ton copain d'à côté, celui de derrière. Voilà, ça, on le faisait déjà en salle. Donc Zoom, avec les groupes, ça va le faire. Et puis, voilà, ils partagent, ils réalisent leur travail de synthèse. Et puis ensuite, le share, vous les faites revenir en plénière. En salle, vous leur dites de revenir à leur bureau, voilà, comment vous avez disposé votre salle, et ils partagent. Donc ça, c'est une activité qui permet de faire des micro-réflexions ou des réflexions plus longues, mais c'est très bien pour des petites questions. Ça crée un très gros dynamisme, qu'on soit en salle, en ligne. Ça va être exactement la même chose. Et d'ailleurs, vous voyez dans la présentation, je vous ai mis les deux icônes Zoom et Teams parce que c'est une activité qui va se prêter dans tous les environnements et puis la photo au milieu pour dire que ça se fait en salle. Alors voilà comment ma petite iconographie va se lire. Vous allez voir qu'elle va évoluer, s'adapter en fonction des scripts. Donc ça, voilà, le signe pair share 1, 2, X. Allez, on va prendre les questions au fur et à mesure que je termine un script. Martine. Oui, ben, on a eu accès à bien du matériel. Donc, dans ce type d'exercice-là, je suis mieux d'utiliser le Zoom. Et le Teams est plus comme un à côté quand on donne des travaux à faire entre deux cours. Ou Oui, parce qu'on peut faire des équipes dans les deux cas. oui, dans les deux cas, oui, c'est un très bon point. Zoom le ferait très bien, effectivement. Le truc de Zoom et de Teams, alors c'est vrai que sur des groupes de deux, on pourrait plutôt aller sur Zoom, ça va être un peu plus rapide à mettre en place. La grosse différence, selon moi, entre Zoom et Teams par rapport au concept de groupe, c'est est-ce que je veux des groupes récurrents ou pas? Est-ce que je veux que mes groupes bougent ou pas? Si on accepte que les groupes ne soient jamais deux fois les mêmes, Zoom, c'est parfait. On va faire des groupes aléatoires très rapidement, et puis c'est correct. Là où Zoom va être un petit peu plus lourd,
c'est lorsqu'on veut faire des groupes avec une liste, un fichier Excel, hein. On avait documenté les choses. Encore une fois, André Laflamme avait documenté, on en avait tous parlé, puis il avait documenté le document pour vous. Il y a une procédure pour récupérer les groupes Studium pour les emmener dans Zoom. Le truc de ça, c'est que ça demande aux étudiants de s'identifier dans Zoom avec leur même URL, enfin, leur même courriel, pardon, que pour Teams, que pour Studium. Donc ça peut créer des erreurs parce que très souvent les étudiants et même les enseignants, on configure des Zooms où il n'y a pas besoin de s'identifier. Et donc si l'étudiant ne s'identifie pas, en tout cas pas avec son adresse Montréal, les groupes ne fonctionnent plus. Un Zoom n'est pas capable de les reconstruire. Donc c'est pour ça que Zoom a inventé une nouvelle option, je crois que ça date de cet hiver, hein, Vincent, où les étudiants peuvent choisir leur groupe. Donc là, c'est un peu l'alternative lorsqu'on veut des groupes récurrents, c'est que vous formez les groupes dans votre cours Studium, vous dites aux étudiants dans quel groupe ils vont être, et puis au moment de faire le Zoom, ben, ils choisissent eux-mêmes le groupe en fonction de ce que vous leur avez dit avant. Donc là, il faut compter sur le sérieux des étudiants qui vont respecter le groupe dans lequel vous les avez mis. Donc ça peut marcher. Mais si on veut des groupes récurrents, c'est vrai que Teams va avoir l'avantage, c'est que les étudiants, si vous créez votre Teams depuis Studium, les étudiants sont automatiquement dans l'équipe. Et une fois qu'ils sont dans l'équipe, bah, vous pouvez créer des canaux privés ou pas, mais vous pouvez faire des canaux privés. Et là, les étudiants n'ont accès qu'à leur canal, donc ils n'ont pas le choix. Donc on contrôle mieux les travaux d'équipe lorsqu'on a besoin d'être en silo. Mais si on n'a pas besoin d'être en silo, c'est vrai que Zoom sera peut-être à privilégier. Merci. Hein, grosse réponse, je suis désolé, je suis très bavard, mais... Non, mais c'est parce que ça fait beaucoup de matériel aussi, là, que, tu sais, Ah oui, on peut expliquer aux étudiants comment faire, mais il faut qu'on comprenne le principe, nous autres aussi. oui. Mais c'est ça, moi je retiens, parce qu'il y a toujours la solution alternative, hein, de Zoom où je peux choisir mon équipe, mais moi je synthétise en disant Zoom, groupe aléatoire, Teams, groupe récurrent. C'est bon. Voilà, je vulgarise, je dis des erreurs, mais c'est pas faux non plus. Disons que j'omets des points. On pourrait passer à la question de Justin maintenant. Oui, Oui, disons, c'est pas en fait une question, mais c'est juste pour compléter ce que vous avez dit, parce que je l'utilise aussi pour partager mes expériences avec les collègues. mhm, Disons, cette méthode TPS, c'est une méthode que j'utilise habituellement, mhm, mais je l'appelle aujourd'hui méthode 1, 2, 3, 4. oui, Méthode 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, c'est vraiment TPS. Et le mhm, 4, c'est qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus parce que dans chaque groupe, l'enseignant doit devoir vraiment faire une synthèse oui, de chaque équipe. C'est ça la 4. oui, Parce que chaque fois qu'une équipe a terminé, il faut faire la synthèse pour s'assurer justement que ce qui doit être fait est retenu. oui. Oui, puis on peut rajouter des strates comme ça, hein, Absolument. Donc, méthode 1, 2, 3, 4, qui est en quelque sorte la continuité de cette méthode Team Pêcheur. Ouais, mais vous allez voir, le 4 va peut-être se rapprocher d'un des scripts qu'on va voir après. Parfait. Merci. Alors, je vais prendre une dernière question, puis on va continuer. Non, il n'y a pas d'autres questions, c'est bon? Ok. Alors, justement, on va voir là le groupe d'experts. Donc, le groupe d'experts, script collaboratif. Donc là, les étudiants mettent en place une première équipe. Donc, on les fait travailler sur un livrable. Une fois qu'ils ont travaillé sur ce livrable, donc on leur laisse 10-15 minutes, hein, c'est une activité qui est un petit peu plus longue là cette fois. Là, on va reconstruire une nouvelle vague d'équipes. Donc là, ils vont pouvoir former, donc ils vont former une nouvelle équipe avec des experts qui viennent de plusieurs équipes. Donc j'ai un premier lot d'équipes. Ils travaillent ensemble, ils réfléchissent, ils font un livrable. Ensuite, on explose les équipes pour créer une deuxième session, une deuxième vague d'équipes. Et là, chaque nouvelle équipe est constituée d'experts qui viennent de plusieurs équipes différentes. Et donc là, ils refont le travail, mais ils partagent en fonction des résultats de leur première session. Et ensuite, les équipes donc, sont invitées en plénière et ils présentent leur travail. Donc là, on est sur une activité qui est vraiment collaborative parce que
Il n'y a pas de je commence, tu continues. C'est vraiment on construit ensemble un livrable, on développe une première expertise, on explose les groupes, on rejoint une nouvelle équipe avec des experts qui viennent de partout et on recommence. Donc il y a un travail de synthèse, un travail presque de négociation. Hein. On le sait, hein, j'ai lu des articles là-dessus. Là, on sait de moins en moins négocier. Hein. On est dans des échanges qui sont de plus en plus unilatérales. On est là pour parler, pour se faire entendre, mais on est moins là pour écouter. L'écoute est une compétence qui tend à régresser. La négociation, ça va avec l'écoute. Et donc cette activité-là, moi, je la trouve très intéressante pour ça, parce qu'elle va vraiment pousser les étudiants à s'écouter, à négocier. Et il faut les obliger, c'est-à-dire vous, quand vous allez tourner, dans les équipes, faut vraiment les pousser à ce qu'ils négocient. Hein, faut pas qu'il y en ait un qui prenne le lead, faut pas qu'il y en ait un qui s'écrase. Ok, c'est pas mon idée, bon bah j'arrête. Ok, c'est la tienne. Non, c'est peut-être un mélange des deux. Donc faut vraiment les pousser à cette écoute, cette négociation pour arriver à faire le deuxième livrable qui lui va être partagé. Et là, on obtient des travaux qui sont relativement profonds et pertinents parce que vous imaginez, vous avez deux vagues d'expertise qui se sont croisées. Et puis, c'est pas du silo là. On a vraiment collaboré dans l'équipe et puis même à travers les équipes, parce que la deuxième, c'est un mélange de plusieurs experts. Le circulaire, donc le graffiti circulaire, là, on va être plus coopératif. Pourquoi? Parce que on va avoir des équipes. On va demander au premier étudiant de réaliser une tâche. Donc, il va faire une première étape du livrable et il va remettre son travail à un autre étudiant. Cet autre étudiant va prendre connaissance du premier livrable de l'étudiant 1 et il va continuer le livrable. Il va apporter sa partie. Il va éventuellement compléter, corriger la partie de l'étudiant, mais il va la renchérir, il va la poursuivre. Et on va faire comme ça, passer le livrable à travers, j'essaye de suivre ma caméra, à travers tous les étudiants de l'équipe. Et l'activité se termine quand le livrable revient à l'étudiant 1, qui récupère finalement la synthèse, le travail de tous les membres de l'équipe. Donc, il voit finalement ce que le livrable est devenu à partir de son premier travail. Et donc là, l'étudiant va pouvoir remettre son travail, le présenter en salle, ou alors le remettre, vous voyez, j'ai mis l'icône remise de devoir, parce que l'étudiant va pouvoir faire une remise de devoir. Et sans aller plus loin, remise de devoir dans Studium, ça va être une remise de groupe. Donc là, vous allez pouvoir configurer une activité de groupe dans Studium pour la remise. Et là, la note que vous allez donner va être une note pour le groupe au complet. Donc là, cette activité-là, vous voyez, avec les images en bas à gauche, j'ai mis, ça peut très bien se faire en salle, c'est super en salle, mais je la trouve encore plus intéressante si on arrive à la faire déborder du moment en salle avec Teams, en l'occurrence, parce que Teams va être l'environnement qui va permettre d'avoir un document collaboratif, parce que Teams, rappelez-vous que c'est connecté à Office 365, d'accord? Donc Office 365, bah, on a Word, Excel, PowerPoint online qui sont intégrés. Donc, les étudiants vont pouvoir avoir un document de travail dans leur équipe, canal privé ou pas, mais ils vont avoir leur document collaboratif. Donc, ils vont pouvoir le faire en salle avec vous. Vous allez pouvoir partager avec eux. Vous allez allumer l'activité. Et puis, si ce n'est pas terminé, bah, ils peuvent la continuer après le cours. Et vu qu'on est avec Teams, on peut faire un travail d'équipe synchrone, c'est-à-dire tout le monde en même temps, on travaille en même temps. Mais là, cette activité-là, vous voyez que chaque étudiant rajoute sa tâche une fois que le précédent a terminé. Donc là, on peut faire une activité asynchrone, où là, par exemple, je commencerai, je travaille jusqu'à ce soir. Ce soir, Vincent, bah, imaginons, voilà, c'est un couche-tard, bah, il va se mettre sur Teams à 10h, à 22h, il va reprendre le fichier, il va le renchérir. Et puis, on avait nos collègues, par exemple, on a Julia qui se connecterait à minuit, qui rajouterait sa couche, etc., jusqu'à donner le livrable. Bah, nous, ce serait à Bernard Bérubé. Martine. Je trouve ça très intéressant comme concept, mais c'est le style de travail que tu peux mettre combien d'étudiants, puis combien de temps que... Tu sais, c'est beaucoup, là. Fait à la base, tu donnes... Mettons que tu as des équipes là, de 5 étudiants ou tu en as 10, mais à la base, c'est que chacun doit avoir un point pour travailler.
Si on veut, parce que quand il va aller travailler sur le travail d'un autre, lui en a déjà fait un qu'un autre va prendre. Oui, après, c'est vous qui donnez c'est vous qui pouvez donner les points à couvrir pour chaque étudiant. Mais par rapport au volume, par rapport à ces questions-là, c'est exactement la même chose que les travaux d'équipe qu'on pouvait être amené à faire avant en salle. Quand on faisait un travail d'équipe avant en salle, vous donniez un sujet, vous donniez vos consignes. C'était où tout le monde réfléchit à la question et puis vous laissez les étudiants s'organiser, ou on donnait un travail d'équipe, chaque étudiant avait une tâche. Donc c'est là où on décide, est-ce que je fais plus un script collaboratif, donc tout le monde agit, tout le monde se corrige, ou coopératif, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et puis après, vous, quand vous évaluez un travail d'équipe, mais on a eu des cas aussi où les enseignants voulaient pouvoir noter chaque étudiant séparément parce qu'ils voulaient noter, voilà, je sais que Vincent, par exemple, a travaillé sur le chapitre 2, moi j'ai fait le chapitre 1, donc l'enseignant pourrait vouloir nous noter chacun sur le chapitre qu'on a fait. Donc ça, c'est vraiment votre approche, vos objectifs à vous en tant qu'enseignant. Comment vous pensez à un travail d'équipe, tout bêtement, tout simplement. L'outil techno, c'est un outil qui vous permet d'encadrer ça, de permettre aux étudiants de travailler, mais sur le fond, ça reste la même chose que ce qu'on pouvait faire avec un travail en salle, ou comme moi j'avais quand je faisais mes études, on avait des travaux d'équipe, voilà, et on avait une présentation à faire, on était 5-6 à travailler dessus. Des fois, l'enseignant nous donnait un point à couvrir, et puis des fois, non, c'était faites-moi la présentation, puis c'était entre nous, on se répartissait les tâches. Et J'aime comme là, bien ça parce que ça évite la procrastination de certains étudiants, là, parce que s'ils ont des délais pour remettre déjà une partie du travail. Oui, mais comme avant, il y en a qui procrastinaient, comme avant, il y en a qui venaient vous voir pour se plaindre qu'il y en a qui faisaient rien. Et puis comme avant, on pouvait aussi rétorquer à certains étudiants, oui, mais en entreprise, tu auras la même chose. Tu auras des collègues qui feront rien, qui auront des promotions, alors que toi, tu travailles dur et que, voilà, tu n'as pas les lauriers. Donc, encore une fois, c'est une approche pédagogique. Est-ce qu'on veut vraiment évaluer leur travail, etc. Et donc là, on a un encadrement beaucoup plus serré. Ou est-ce que mon objectif pédagogique, c'est aussi, mais c'est pas valable tout le temps, hein, c'est pour certains travaux, ou là, pour certains, je vais vouloir leur apprendre aussi, les initier à des compétences plus professionnelles, où là, je vais leur dire, oui, mais s'il y en a qui procrastinent, il faut que tu le gères, c'est à toi de le gérer, c'est quelqu'un de ton équipe, c'est en entreprise, tu auras la même chose. Mais ça, c'est parce que ça fait partie de mes objectifs pédagogiques pour ce travail-là. Je ne le ferai pas à chaque fois, mais pour ce travail, si c'est un de mes objectifs, oui, je répondrai ça à l'étudiant. Merci. Alors, je vois pas d'autres commentaires. Oui, alors, Douana, pour le 20-20-20, je vous donnerai le lien pendant l'activité, hein, je vais vous le mettre dans le clavardage. Donc le graffiti circulaire, là maintenant on a le multiple. Alors le graffiti multiple, lui, est presque encore plus connu, dans le sens que là on a un sujet qu'on donne aux étudiants, et puis chaque groupe d'étudiants va avoir un espace, un tableau blanc par exemple, dans lequel il va pouvoir faire l'idéation, répondre à une question. Donc ça peut être un tableau blanc pour faire de la prise de notes, ça peut être une carte conceptuelle, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais là, on a un espace où tout le groupe va travailler sur une question. Et donc là, les tableaux blancs, j'en parlais tout à l'heure, donc je vais aller assez vite. Vous avez les tableaux blancs dans Teams, dans Zoom, et puis là, je vous ai mis une photo de salle, hein, c'est une salle à la FSE en éducation, où là, vous voyez, vous avez plusieurs tables de travail avec des écrans tactiles, où là, pareil, notre tableau blanc, ça serait l'écran. Et puis, si on est en mode manuel, la feuille de papier. Et ça va être la même chose. Ça va être le même principe, un graffiti multiple. Donc, pour le tableau blanc, il y a quand même un point sur lequel je veux revenir. C'est où je l'ai dit tout à l'heure, mais là, je le redis pour être certain. Le tableau blanc dans Zoom est un tableau qui est excellent. Il a des outils, tout ce qu'il faut pour travailler, pour faire un graffiti multiple. Le truc du tableau de Zoom, c'est on peut l'enregistrer,
Mais une fois que la séance de cours ou la séance de travail est terminée, le tableau blanc, il est fini. Donc, on le sauvegarde et puis c'est fini. Encore une fois, si on veut faire de la continuité et qu'on veut pouvoir avoir un tableau blanc qu'on va poursuivre dans le temps, d'une séance de cours à une autre, ou même entre les séances de cours, vous avez le tableau blanc de Teams qui est disponible et lui va vous permettre de récupérer votre tableau blanc. Hein, les TNI qui sont dans la photo grise, là, c'est donc une salle à la FSE, je ne me rappelle plus le numéro, mais les TNI, par exemple, ont cette fonctionnalité pour mémoriser les traces. Hein, on peut mémoriser un tableau, on peut le récupérer, on peut revenir dessus. Donc, si vous êtes avec des tableaux numériques, cette fonctionnalité pour faire de la continuité, vous l'avez. Et si vous voulez la faire à distance, faut mieux y aller avec un tableau blanc dans Teams qui est connecté. Je pourrais vous mettre le lien, ou Vincent, si tu peux la trouver, il faut faire whiteboard.microsoft.com. Et là, c'est un peu votre tableau de bord avec tous les tableaux que vous auriez fait dans Teams. Donc là, pour terminer, je regarde parce que j'avais un invité qui allait peut-être venir, mais je ne le vois pas. Avant de laisser la parole à Vincent, voilà, je voulais faire une dernière activité avec vous. C'est un graffiti multiple. Donc pareil, je vais vous donner le lien pour le compléter en ligne. Donc, on va faire des nouveaux groupes, mais pareil, vous allez désigner un rapporteur qui va pouvoir gérer l'enregistrement de ce tableau et puis le partager. Et la question que je vous pose, c'est d'identifier les avantages et les inconvénients d'envoyer votre contenu de cours avant la séance de cours, qu'elle soit en salle ou à distance. Donc, envoyez votre présentation, envoyez des photos, des schémas, voilà, votre matériel de cours, avantages et inconvénients de l'envoyer avant la séance de cours. Et pour vous aider là-dedans, il y a un schéma qui existe, un modèle. Donc en anglais, on parle de SWOT, mais c'est remplir les 4 cases. Hein, vous voyez, force, faiblesse, opportunité, menace, de envoyer votre matériel. Donc là, ce tableau-là, vous l'avez dans le lien. Hein, dans le lien, je vous ai mis les 4 cases. Donc, force, faiblesse, opportunité, menace, d'envoyer votre matériel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des groupes, mais je vais faire des groupes un peu plus petits cette fois-là. Parce que voilà, je voudrais que vous puissiez vraiment partager pour, comme disait Martine, éviter, alors qui procrastine, non, mais qui ne parle pas ou peut-être pas autant qu'il le souhaite. Donc là, je vais supprimer les salles parce que je veux vous remélanger à nouveau. Et puis, on va recréer. Et puis là, je vais faire 5 salles. Donc là, il est 28. On va se donner pareil 10 minutes. Est-ce qu'il y a un ou une rapporteuse qui voudrait pouvoir prendre la parole, partager? Alors, Flora, oui, on va commencer avec Flora. Oui, merci. Alors, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir ce qu'on a fait. J'étais dans l'équipe 5 chez un. Ok, je pense que ça marche là. Alors, en gros, on s'est d'abord demandé, ça dépend en fait quelle approche pédagogique on a, si on veut Oui. une approche plutôt classique ou pas. Si on veut une approche classique, ben, on va éviter d'envoyer avant là. Si on part plutôt sur le principe de la classe inversée, il faudrait envoyer les contenus avant. Donc, c'est ce qu'on a mis là sur la droite. Là. Ok, Une fois d'accord. qu'on a clear up the batch, on a évalué En fait, on s'est plus concentré sur les faiblesses par rapport aux expériences de mes collègues, parce que moi, je suis nouvelle Ok. chez NetCourt, donc je suis un peu... Voilà. C'est que la faiblesse, déjà envoyer le contenu avant, c'est que s'il y a des changements qui se font à la dernière minute, la professeure a une idée, ou alors pendant oui. le cours, il y a des éléments qui arrivent et qu'on aimerait compléter après son PowerPoint ou ses prises de notes. Mhm. Si c'est envoyé avant, c'est pas possible. La deuxième faiblesse, c'est que tout est connu pour l'étudiante, qu'il y a possibilité que cette étudiante perde un peu la motivation. Oui. Et par conséquent, que cette personne-là ou ces personnes-là ne viennent pas en cours si c'est en présentiel ou éteignent sa caméra si c'est sur Zoom, admettons.
Oui. De ça, on a aussi découlé la menace que si on a tout qui est déjà donné en avance, c'est qu'on a encore plus de questions à devoir gérer, et surtout des questions sur des contenus qui ne sont pas présentés là en live. Donc, peut-être que des étudiantes vont nous poser des questions sur la slide 5 alors qu'on n'en est qu'à la slide 3. Oui. Donc, il faudra toujours dire, attendez, on y vient, etc., etc. Oui. Puis au niveau des forces, on s'est dit que ça a aidé quand même à la préparation du cours et à la concentration du cours, dans le sens Mm. où l'étudiante arrive avec déjà, ça développe peut-être une sensation de confiance, de Mhm. maîtrise un peu du matériel, enfin pas maîtrise, mais elle arrive avec quelque chose. Oui. Au niveau des opportunités, on s'est dit, est-ce que ça développe l'horizontalité, je suis désolée, j'ai fait une faute, l'horizontalité entre élèves et professeurs, est-ce que ça développe la transparence, la confiance, etc. Mais on n'a pas vraiment eu le temps d'élaborer sur ça. Oui. Je Ouais, suis non, c'est une désolée, question. c'était un gros débit là, mais Ouais, ouais, non, non, mais la question est volontairement. Je touche le tabou du bout du doigt, hein, c'est exprès, c'est une question que je sais sensible. Il y a des points, il y a des points très vrais. Sur les forces, oui, ça aide à la préparation. D'expérience, ça permet aussi d'avoir, en tant qu'enseignant, de recevoir des questions beaucoup plus profondes et matures par rapport au contenu. On évite les questions superficielles, hein, puis on aura toujours des étudiants de toute façon qui posent des questions pour poser des questions. Ah, il y en a pour être un petit peu acide et méchant, et il y a toujours les m'as-tu vu. On en aura et c'est normal, c'est humain. Mais on va quand même euh, pouvoir espérer un élagage de ces questions peut-être superficielles, de juste je répète pour être certain d'avoir bien compris. Hein, en donnant le matériel avant, les étudiants peuvent même parfois échanger entre eux et on a des questions beaucoup plus profondes. Pour la question, et c'est un vrai défi, et je suis tout à fait d'accord en tout cas de me poser la question avec vous, le défi de si je donne tout à l'avance, les étudiants ne viennent plus en salle ou en ligne. Et ça a été le gros point sensible, hein, Vincent, au début qu'on demandait d'enregistrer les séances de cours, où les enseignants disaient, mais mon Dieu, si je fais ça, les étudiants vont plus venir. Et c'est là qu'on répond, en tout cas aux enseignants avec qui j'étais assez familier, où je leur répondais, ben oui, ils viennent plus s'il n'y a pas de plus-value. Parce que là, on a un changement de paradigme qui a été mis en avant, mais plus qu'en avant, que les moments synchrones doivent être des moments de partage et d'échange, plus seulement des moments transmissifs. Hein, encore une fois, l'exposé magistral n'est pas un gros mot et ne doit pas être un gros mot. On a le droit à des moments magistraux. C'est normal, à un moment, il faut qu'on transmette du contenu. Mais dans le moment synchrone, si j'ai du contenu magistral à un moment, il faut que ça soit une proportion la plus réduite possible. Si je donne mon contenu à l'avance, que je donne mes images, mes graphiques, mes vidéos, et que pendant le moment de cours en salle comme à distance, c'est un moment où je vais faire travailler les étudiants sur des études de cas, où je vais faire travailler, je vais faire de l'idéation, je vais faire un travail d'équipe, je vais faire ce genre de choses-là, des choses que je ne planifie pas en dehors du moment de cours, c'est vraiment quelque chose que je fais en salle. Bah, l'étudiant, il a tout intérêt à venir, ne serait-ce que pour pouvoir avoir de la rétroaction de par ses collègues, mais aussi de par l'enseignant. Hein, si l'étudiant a besoin de se faire confirmer ou infirmer, confirmer un point, faut qu'il soit là pour pouvoir partager avec moi. S'il ne vient pas, il se prive de ce moment de partage-là. Ah, donc c'est plus ou moins gérable quand même, le fait de donner le matériel à l'avance. Les étudiants, si on est dans ce paradigme d'échange, de collaboration, d'idéation, les étudiants comprennent la plus-value de venir. Pour le truc et Flora, c'est vrai, le truc de donner le matériel à l'avance, il évolue dernière minute. Et puis moi, j'étais le pire des professeurs pour ça. C'est que quand je donnais des cours, les premiers cours que je donnais, c'était en France, en Normandie, j'avais 1 heure et demie de train avant de donner mon cours pour arriver là où je le donnais. Je terminais mon cours dans le train. Euh, Maintenant, on a des outils. Ça, je parle, c'était il y a quelques années maintenant. Mais maintenant, si les étudiants, je leur donne un lien PowerPoint Online, un lien Teams,
ou Google Drive, un Google Slide. Ça, ces liens-là permettent à l'étudiant de l'avoir et moi, je peux le mettre à jour même au début du cours. Je suis encore dans la salle tout seul, que je peux le mettre à jour. Les étudiants auront la dernière version. Alors, c'est sûr que je vais éviter de le faire 5 minutes avant, mais si je mets à jour mon cours la veille, bon, bah après, j'envoie un petit mail groupé à ma cohorte pour leur disant, attention, j'ai modifié la diapo 25, j'ai fait un ajout, j'ai corrigé une erreur que j'avais vue. Puis voilà, je communique avec eux pour qu'ils aient la dernière, mais au moins, ils ont le lien avec la version tout le temps à jour. Avant de prendre Valérie, la question de Valérie, à l'inverse, quand vous faites une remise de devoir, refusez les liens Google Drive. Parce que ça veut dire que si l'étudiant vous donne un lien d'un fichier qui est dans les nuages, bon, bah, une fois qu'il vous a envoyé le devoir, rien ne l'empêche lui de le modifier sur son OneDrive ou sur son Google Drive, hein. Donc vous aurez compris que lui aussi il peut jouer là-dessus. Voilà, Valérie. Ben, ça ressemble beaucoup à ce que Flora disait. Je peux aussi partager notre fichier. Euh, donc, les forces, ça permet aux étudiants de faire des parallèles avec les lectures et les Oui, exercices. c'est Je ne ça. sais pas si je dois tout redire, là. Ça donne plus de temps aux étudiants pour se familiariser avec le contenu de cours et Mhm. ça leur permet aussi d'assimiler certains contenus. Donc, les faiblesses, ça va faire qu'il y a des étudiants qui vont lire le contenu de cours et d'autres non. Donc, on arrive en cours, on a une hétérogénéité, là, Oui. si je peux l'appeler comme ça, là, des Mhm. étudiants, parce qu'il y en a qui vont être bien préparés, d'autres moins. Mhm. La menace, ben, nous aussi, on a mentionné que ça pouvait peut-être Oui, favoriser la perte d'intérêt. ce Mais qu'on a par dit, ouais. contre, au niveau des opportunités, si on utilise bien le cours en temps réel pour favoriser des échanges, des exercices, retourner sur le contenu plus difficile puis Ouais, l'expliquer, ben là, ça devient des belles opportunités pour inciter les étudiants. c'est ça. Ben, moi, Puis, c'est je ça. veux laisser de la parole à Vincent, donc ça se recoupe beaucoup. Ouais. Juste le point du niveau des étudiants qui serait disparate, hein, pas hétérogène. Ça, c'est un peu la remarque que Martine faisait tout à l'heure avec ceux qui procrastinent. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'un étudiant qui n'a pas lu son cours avant, qui n'a pas le niveau pour faire l'étude de cas, ben, il va juste se faire manger tout cru par ses autres collègues parce qu'ils vont lui dire que c'est un poids mort et qu'ils n'arrivent pas à faire l'étude de cas à cause de lui. Donc peut-être qu'il va pas le faire le premier, le deuxième travail, mais le troisième travail, s'il n'a pas envie d'être blacklisté par ses copains, bah, il regardera le matériel du cours. Très rapidement, Justin, parce que sinon c'est Vincent qui va me blacklister. Oui, c'est juste pour ajouter quelques éléments suite à ce que Flora a rapporté tout à l'heure. Oui. Au départ, j'aimerais aussi partager mes expériences avec les collègues. C'est beaucoup plus qu'il faut regarder d'abord quelle approche on utilise. Est-ce que c'est une Oui. approche classique? Bon, l'approche Oui. classique, c'est plus intéressant. On encourage maintenant l'approche par compétence. Oui. Bon, et du moment où on encourage l'approche par compétence, on a tendance à aller vers la classe inversée. Et si c'est la classe inversée, c'est l'idéal. Il faut tout envoyer aux étudiants avant. Mhm. Là, pour moi, c'est que du positif en ce moment-là. Il y a très peu du négatif quand on applique l'approche classe inversée ou pédagogie inversée, où tout est envoyé avant. Mhm. Maintenant, si ce n'est pas la classe inversée, ça veut dire l'enseignant prépare son cours jusqu'à la dernière minute, même en regardant un journal, en regardant, en lisant quelque part, il peut rapidement modifier certaines choses, il peut ajouter des choses, des éléments. Ça. Mhm. Mais s'il ne faut pas envoyer tous les matériels aux étudiants avant la rencontre, il faudrait donc, dès la première séance de cours, immédiatement expliquer aux étudiants que les diapositives PowerPoint, c'est juste seulement après les cours. Et en ce moment-là, il faut envoyer les articles aux étudiants qui vont lire pour mieux se préparer. Oui. Il faut envoyer beaucoup d'autres matériels pour les amener à se préparer. Oui, Et non, mais même juste. dans les diapositives PowerPoint, il ne faut pas qu'il y ait trop d'éléments. Il faut des mots-clés Oui. pour les favoriser. Mais si vous mettez beaucoup de textes, justement, ils ne vont pas venir. Beaucoup ne viendront pas. Ou bien, vous donnez l'occasion aux perturbateurs de vous embêter durant votre séance de cours. Oui, non, c'est sûr, il faut arriver à les gérer. Ça ne se gère pas non plus de la même manière avec des bacs qu'avec des maîtrises.
Et puis, puisque vous dites, Justin, ça dépend aussi de l'approche, en tout cas de votre positionnement pédagogique. Tout ça, c'est à adapter, hein. Comme Vincent l'écrit dans le clavardage, on garde une proportion, on garde une portion avant, une portion qu'on donne après. On peut même imaginer une portion qu'on donne pendant. Ce qu'il faut voir, voilà, c'est le matériel. Il faut voir si l'étudiant va avoir les outils, les connaissances pour faire le travail que vous allez faire avec eux pendant votre séance de cours, Bien qui peut être évidemment. un moment de partage. S'ils ont besoin de faire des lectures, bah, vous leur donnez les lectures. S'ils peuvent faire une étude de cas sans avoir les lectures, ou en tout cas juste une présentation succincte, oui, ça c'est à chacun de mesurer ce qu'il fournit, effectivement. Et juste pour finir, pour ne pas monopoliser la parole, je pense bien évidemment que c'est des choses qui se vérifient lors de la première séance de cours à l'aide d'évaluations diagnostiques Oui, formelles avec oui. les outils, peut-être pour les poser les questions, les montrer l'importance des études de cas, pourquoi est-ce qu'il est important de lire les articles, de répondre aux questions posées, ainsi de suite. Tout Ouais. ça, ça se négocie lors de la première séance de cours pour éviter quelques frustrations. C'est ce que je fais habituellement. Oui, oui, non, non, c'est très important de prendre le pouls de c'est quoi ma cohorte? Hein, quelles sont ses appétences technopédagogiques, avec quoi elle a l'habitude de se former, qu'est-ce qu'elle est capable de recevoir. C'est important de faire un diagnostic des connaissances de la cohorte, mais aussi un diagnostic de c'est qui ma cohorte. Ok, on va continuer. Vincent, c'est à toi. Je suis désolé, je t'ai mangé plus que la moitié de ton temps. C'est Mais choquant, ça, Grégoire. Mais voilà, s'il y en a qui veulent rester après 11 heures, hein, Vincent pourra terminer sa partie, puis surtout Vincent a préparé une activité avec vous. Donc là, 11 heures n'est pas la fin. Je te laisse faire. Parfait. Ben, merci d'avoir été avec nous jusqu'ici. J'espère que ça va bien continuer. Je vais vous partager mon écran pour débuter. Donc, vous êtes bien avec moi? Ah, j'aimerais ça avoir du son dans mes écouteurs. Est-ce que vous pouvez allumer et fermer vos micros de bonjour? Bonjour. Oui, Ah, on est là. ah, ça fait du bien. Salut, salut. Ah, j'en veux encore un peu, hein, encore un peu. Ça Salut, va salut, m'alimenter. Vincent. C'est vivant en arrière. Ah, c'est bon. OK. Bonjour. On Là, est prêt, Vincent, on est prêt. pour animer un cours à distance, je trouve que c'est très, très important d'avoir le contact auditif autant que visuel. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont allumé leur écran jusqu'ici, mais moi, ça me nourrit. Comment est-ce qu'on sait que nos étudiants apprennent à distance? Ben, on reçoit des questions, on reçoit des bruits, on reçoit des conversations dans le chat. On ne peut pas tout voir en même temps, donc des fois, c'est important d'avoir des moments où on peut communiquer à l'oral. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est en partie basé sur les études que j'ai faites en classe inversée. Donc, j'ai interviewé des dizaines de professeurs de partout au Québec qui enseignent en classe inversée au niveau postsecondaire. Et puis, ben, dans le fond, avant de commencer à vous montrer ce que j'ai appris à travers cette étude-là, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous connaissez déjà de la classe inversée. J'ai besoin de briser la classe encore en morceaux pour vous permettre de réfléchir ensemble. Parce qu'à mon avis, bon, je ne vous enseigne rien de très, très nouveau. On a déjà pas mal tous entendu parler de la classe inversée. C'est populaire depuis genre 2012. Donc là, c'est à vous de vous rappeler qu'est-ce que vous savez de la classe inversée. Je l'ai entendu mentionner à quelques reprises là, déjà, donc ça va déjà très bien. J'aimerais savoir ce que vous savez des différents rôles de l'enseignant et des étudiants à l'extérieur du cours et dans le cours, ainsi que des problématiques que vous auriez entendues ou vécues ou des observations ou des témoignages que vous auriez. Donc, je vais briser la classe en groupe de 5 ou 6. Et puis, je vous invite donc à prendre des notes pour remplir ce tableau-là. Je fais ce que j'appelle un graffiti collectif, mais à ma façon. Autrement dit, je veux que chaque groupe travaille sur son tableau, puis qu'on fasse une mise en commun par la suite. J'aurais pu vouloir aussi que chaque groupe fasse son tableau, puis il passe à l'équipe suivante, puis ensuite on fait une mise en commun. On peut faire un nombre indéterminé là, de tours avec les graffitis collectifs de cette façon-là. Ça me permet d'établir une définition commune avec la classe. Comme on dit, le diable est dans les détails. J'imagine que vous avez discuté de ces détails-là un petit peu.
Aidez-moi à remplir mon tableau ici. C'est vous, les enseignants. J'aimerais ça que les responsables des équipes lèvent leurs mains, comme ça, je vais vous donner la parole tour à tour. Équipe 1, c'était qui? Équipe 5, Flora, tu as déjà pris la parole. Je vais te faire passer à la fin. Claire, veux-tu commencer avec le rôle hors classe de l'enseignant? Oui, ça marche, je peux partager mon écran. Ah non, je ne peux pas. Mais je peux le dire à l'oral, c'est pas grave. Oui, allez-y, à l'oral. Oui, donc dans les rôles de l'enseignement hors classe, ce qu'on avait discuté, c'est préparer un cours qui sera disponible d'avance, préparer les activités qu'il veut présenter durant le cours et faire aux étudiants, expliquer le fonctionnement en désignant un rapporteur pour chaque partie si jamais c'est pertinent. Et en classe, ça va être d'animer la discussion, répondre aux questions et résumer seulement les points importants du cours si on veut donner une base, une synthèse durant le cours. À peu près comme ça? Mais la synthèse va en classe. Oui, c'est à répondre aux questions, puis synthèse du cours, c'était plus en classe pour nous. Ah. Et animation des activités. Est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre la parole pour compléter le rôle de l'enseignant en classe? Non, personne. OK, ben on va y aller avec Flora. Oui, merci. Je suis désolée si je monopolise la parole. Bon, Non, pour pas la du faire tout, pas courte, du tout. On veut donner la chance à tout le monde. Pour la faire courte avec mes collègues, donc les plus expérimentés, puisque nous étions deux complètement nouvelles. Pour hors classe, les enseignants doivent préparer en majorité le contenu théorique, soit par des vidéos, soit par écrit, donc des capsules vidéo, admettons. Le problème, donc par rapport à la problématique, ce serait que ça demande énormément de travail d'avant. L'enseignante en classe, ce serait favoriser les interactions, donc aller à la pratique, moins passer du temps à dire X a dit ça, donc voilà, mais dire OK, à partir de la théorie de X, on va faire l'exercice Z, admettons. Pour les étudiantes hors classe, ce serait d'au moins prendre connaissance du matériel obligatoire, si ce n'est déjà avoir de bonnes, pas une assimilation, mais avoir une comment on dit ça, une bonne attache au matériel. Bon, c'est pas très français ce que je dis là. Puis en classe, il faut que ce soit participatif. Donc, l'étudiante serait au centre du cours et plus l'enseignante, si on fait un cours magistral. Et la problématique, on n'est pas encore arrivé là. Voilà, donc c'est ça. OK, on a coupé court à vos discussions. Désolé. Bien, si vous voulez, on peut continuer avec les problématiques. Est-ce que quelqu'un a des observations ou des témoignages en lien avec la classe inversée dans la dernière année que vous avez entendu ou vu, ou avant la COVID, si vous aviez entendu parler de la classe inversée et de sa popularité? Si on a parlé, nous, du temps finalement, parce que si on donne notre 2 heures de cours avant, pour voir avant, et puis si on passe 2 heures de plus, les étudiants ont passé 4 heures, là, puis ça va ruer dans les brancards quelque part. Donc, la gestion du temps, puis de ne pas dépasser ce qui nous est alloué. Oui. Nicolas? 2 choses. Alors, pour gestion de temps, moi, j'ai trouvé que d'habitude, nos cours, c'est 3 heures. Et les cours en classe, j'ai toujours trouvé que c'était vraiment lent. Des Zooms, 3 heures, je trouvais ça impossible. Alors, le concept de la classe inversée m'a permis justement de dire, bon, je vais faire 1 heure et demie de synchrone sur Zoom. Et le reste, justement, côté gestion de temps, c'est du travail de préparation des étudiants. Là, je ne vois pas une place pour mettre les opportunités. Pour moi, vraiment, l'effet révélateur, c'était que la classe inversée change complètement la hiérarchie, que ce n'est pas le professeur qui pose les questions, qui donne ce qu'il faut faire, mais qu'il fournit du matériel, et c'est les étudiants qui peuvent guider la réflexion, et que ça devient vraiment un apprentissage collaboratif. Si c'est bien fait, si ce n'est pas un dédoublement. Et l'autre chose, c'est que les étudiants introvertis
peuvent réagir pendant la semaine par écrit dans la protection de l'espace virtuel hors classe. Et ce n'est pas seulement les mêmes qui participent tout le temps, comme c'est souvent le cas dans la salle de classe. Ben, parfait. Je n'ai pas besoin de vous donner la suite de la présentation. Là. Ça va bien. Tout le monde est là. En fait, peut-être insister un petit peu plus sur certains points que je trouve intéressants parce qu'effectivement, que le diable est dans les détails. Au niveau de la conception du cours à distance, on a pas mal parlé de ça. Je l'ai mis en majuscule par ailleurs. Ça demande beaucoup de travail en amont faire la classe inversée. C'est sûr que préparer nos ressources de cours à distance, si on veut faire ça bien, faire ça beau, on met davantage de temps, évidemment. Si on prépare des notes de cours, si on prépare, par exemple, une vidéo pédagogique, à ce moment-là, c'est aussi d'apprendre à travers cette expérience-là. Mais la préparation des activités présentielles, c'est un autre aspect sur lequel on n'a pas vraiment insisté précédemment. C'est que préparer des activités d'apprentissage actif, ce n'est pas toujours évident avec le matériel qu'on a. Et surtout quand c'est du matériel qui peut sembler un peu aride ou qui peut sembler plus de l'ordre de la définition, à ce moment-là, il faut trouver des activités qui vont nous permettre d'activer ces connaissances-là dans des mises en situation réalistes qui vont animer les étudiants dans une résolution de problèmes ou dans une étude de cas. Pour faire cette animation-là, évidemment, l'aspect du pacte pédagogique que Grégoire a touché précédemment est important. Qu'est-ce que je veux dire par là, le pacte pédagogique? C'est qu'au début de la session, encore une fois, on revient au premier cours qui est très important, le pacte pédagogique doit être établi avec la classe. Si vous ne me connaissez pas du tout et je ne vous connais pas du tout, je vous demanderai de participer, mais le niveau de participation ne sera pas nécessairement très élevé si vous décidez de ne pas jouer le jeu. Donc, de mieux se connaître dès le premier cours et de briser cette glace-là permet de mettre en place certaines règles de classe, de fonctionnement, permet de mettre en place aussi ce sentiment de confiance-là qu'on peut établir avec les étudiants dès le début du cours. Eux sont à la recherche d'une bouée, ils sont un peu perdus. On leur lance cette bouée-là, puis on leur dit « Faites-moi confiance, ça va bien aller. Participez aux activités, puis vous allez apprendre davantage que si je faisais juste vous donner la matière théorique. » Puis aussi, par ailleurs, c'est sur le même sujet, notre rôle en tant qu'enseignant en classe inversée est appelé à se modifier. On passe d'un rôle de sage on the stage ou de sage en avant de la classe, puis on passe à un rôle davantage d'accompagnateur et de coach des étudiants. Donc, ça nécessite certaines adaptations parce qu'on a toujours envie de prendre la parole davantage, mais la parole, il faut la donner davantage à l'extérieur de la classe, à la cassette qu'on préenregistre ou à la prise de notes qu'on leur demande de faire. Donc, au travers de toutes ces adaptations-là, il faut se donner le droit à l'erreur, évidemment. Faire de la classe inversée, surtout dans les premières sessions, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc, on passe d'une classe traditionnelle où le rôle, c'est le savant au premier plan, à la classe inversée, où on devient un conseiller sur le côté. Plutôt que d'insister sur la matière qu'on voit aujourd'hui, on insiste sur l'organisation des activités aujourd'hui, les types d'activités qu'on va faire et les mises en situation qu'on va voir, plutôt que la matière qu'on va passer au travers de ces activités-là. Donc, le focus sur la matière, c'est plus à l'extérieur du cours et dans le cours, on se retrouve à faire de l'apprentissage actif. Donc, on peut penser à de l'apprentissage par problème, on peut penser à de l'apprentissage coopératif où les rôles sont bien définis dans l'équipe, à un apprentissage collaboratif dont la définition est beaucoup plus large. On peut aussi faire du tutorat par les pairs en désignant certains experts de contenu ou encore faire un apprentissage assisté par les pairs, comme par exemple les scripts d'apprentissage qu'on vient de voir et les graffitis collectifs qu'on vient de voir. Donc, cet apprentissage assisté par les pairs, c'est des définitions extrêmement vastes qui vous permettent de façon plutôt flexible d'adapter les façons d'interagir entre les étudiants. Donc, on organise leurs interactions autour de la matière. Donc, l'animation et la communication que les enseignants vont assurer durant la classe inversée est vraiment très importante. On n'a aucune façon de savoir que les étudiants apprennent si on n'a pas des points de contrôle pour vérifier la progression et fournir une rétroaction. Puis inversement, les étudiants n'ont aucune façon de savoir qu'ils sont en train d'apprendre ou qu'est-ce qui leur manque s'ils n'ont pas de rétroaction régulièrement. Donc, je vous ai dessiné une séquence pédagogique en classe inversée avec
la phase hors classe, la phase en classe et la phase hors classe de conclusion. Donc, on observe que les étudiants ont cette préparation de cours à faire et la préparation doit être réactivée en amorce de cours pour vérifier que les étudiants ont bien acquis les connaissances qui seront nécessaires à l'activité prévue. Donc, en amont de l'activité d'apprentissage, on vérifie que les étudiants ont bien acquis le nécessaire. Durant le déroulement de l'activité, on doit se promener entre les salles ou se promener entre les groupes pour vérifier que les étudiants sont en train d'accomplir la bonne tâche, oui, mais sont sur la bonne voie aussi dans leur résolution, par exemple. Donc, c'est là où on a plus le rôle d'un guide ou d'un coach, où on ne leur donne pas nécessairement les réponses tout de suite dans le bec, mais on les met sur les pistes qui sont nécessaires pour faire cette résolution de problème-là. Et finalement, à la conclusion d'une séquence pédagogique, c'est là où on vérifie l'atteinte de nos objectifs d'apprentissage pour le cours. Donc, dans notre design pédagogique, généralement, on a un objectif, puis la meilleure façon de vérifier son atteinte, c'est d'avoir une séance de conclusion ou une activité de conclusion qui va nous permettre de tâter le pouls de la classe au minimum ou de faire des évaluations formatives ou encore sommatives. Donc, c'est important de trouver sa recette quand on fait la classe inversée. Il n'y a pas une seule recette pour toutes les classes inversées. Même à l'intérieur d'un cours, au travers de la session, ça peut changer d'une séance à l'autre ou d'un cours à l'autre. L'important, c'est d'avoir une structure qui permet aux étudiants de se reconnaître, de se retrouver et de participer au maximum. Donc, il faut imaginer des activités de préparatifs pour se familiariser et s'exercer. Ça peut être des capsules vidéo, des lectures, encore une fois, mais s'exercer à travers des exerciceurs ou s'exercer à travers des questions formatives ou, par exemple, des petites compositions écrites. Ça peut être une façon pour vous de vous assurer aussi que les étudiants font une bonne préparation. Ensuite, lorsque la classe débute, on doit généralement faire une amorce pour réactiver et réveiller les étudiants, s'assurer qu'ils ont toujours sur le bout des lèvres les bonnes connaissances. Comme ça, lors de leur mise en action dans les activités d'apprentissage, ils seront bien réveillés et ils auront toutes les connaissances en main. Et finalement, donc, les activités dans le déroulement, c'est là où on fait l'apprentissage actif, où on oriente les discussions, puis on permet aux étudiants d'interagir et d'établir des définitions communes dans une résolution de problème. Et finalement, les phases de conclusion en plénière pour vérifier et synthétiser les objectifs. Donc, j'ai préparé pour vous des témoignages que j'ai recueillis durant ma maîtrise sur la classe inversée. J'ai fait un petit exercice sur Socrative. Donc, vous pouvez utiliser vos téléphones ou votre ordinateur, chercher Socrative Student Login, puis le nom de ma salle, c'est CI pour classe inversée, 1, 2, 3, go, en majuscule. Donc, l'objectif de ce petit exercice-là, c'est de vérifier, est-ce que vous êtes capable de reconnaître les différentes étapes de la séquence pédagogique en classe inversée? À quoi ça ressemble dans les faits? Donc, c'est des témoignages qui sont directement tirés de la bouche de ces professeurs-là. Bon, on va déballer les résultats. Ouf! Il n'y a pas de problème. On est ici pour apprendre. Allons voir le questionnaire. Donc, à quelle phase de la séquence pédagogique précédemment peut-on associer ce témoignage? Il faut être disponible et que les étudiants le sachent qu'on est disponible. Donc, pour moi, c'est clair, ils peuvent me rejoindre sur Skype. Tu sais, il faut que je leur donne des... Il faut que j'aille voir, il faut que tu ailles voir. Il faut faire une veille sur ton propre forum. Donc, on avait vu précédemment dans l'exercice de mise en commun que cette veille-là et cette disponibilité-là étaient nécessaires. Si on revient à notre tableau ici, donc, répondre aux questions ici, on l'avait. Collectivement, on est plus fort que seul. À quelle phase de la séquence pédagogique peut-on associer ce second témoignage? Donc, à la fin de la période, là, elle parle de sa période de classe, j'ai répondu à certaines questions. Il y a des choses que je voyais qui se répétaient d'une équipe à l'autre, donc j'apportais des précisions. La professeure était capable de voir de façon organique qu'il y avait certaines mauvaises préconceptions dans son cours, donc a défait ces mauvaises préconceptions-là et a guidé les étudiants vers une meilleure compréhension.
donc à la phase de conclusion. À quelle phase de la séquence pédagogique on peut associer des quiz qui les stimulent à voir leurs vidéos, à prendre des notes complètes, mais avec un petit pourcentage où ça compte. À ce moment-là, on pourrait dire que c'est dans la phase de préparation et d'exercice, mais on peut aussi penser à des activités d'amorce de cours qu'on peut faire avec des quiz. Par exemple, Socrative qu'on utilise présentement, c'est un outil qu'on peut utiliser autant à distance qu'en classe. Ça nous permet de faire des petits quiz pour réactiver les connaissances, par exemple. Mais il faut faire attention de ne pas prendre trop de temps avec ce genre de quiz-là parce que ça peut briser le rythme du cours. Puis on remarque aussi que, dans ma recherche, j'ai remarqué que la préparation au cours, puis l'amorce du cours, c'est un peu les deux facettes de la même médaille. Les deux visent à vérifier si on a les connaissances préalables pour réaliser une activité complexe d'apprentissage actif. Donc, lorsque la préparation au cours est très, très complexe, bien souvent, l'amorce va être plus faible ou elle va être plus simple. Par exemple, une amorce en plénière à l'oral ou simplement de vérifier est-ce que vous avez des questions avant de débuter les activités. Mais si la préparation du cours est plus ténue, par exemple, juste une lecture ou juste une vidéo sans nécessairement d'interaction qu'on demande à l'étudiant, à ce moment-là, en débutant le cours, ce sera nécessaire de faire des exercices pour vérifier si les étudiants ont bel et bien fait leur lecture ou écouté leur vidéo. Cette vérification-là, évidemment, ce n'est pas obligé d'être sommatif. Cependant, ça peut, si on veut, aider à inculquer des bons comportements d'études si au début de la session, par exemple, on a certaines pondérations qui nous aident justement à motiver ces comportements-là. Mais on sait que ce n'est pas du tout nécessaire d'avoir des activités comme ça qui comptent pour des points, parce que les étudiants, de façon générale, si le lien de confiance est bien tissé avec eux, ils vont réaliser ces activités-là de préparation qu'on leur demande, tant que ce n'est pas trop chronophage ni trop complexe. Bon, ici, le quatrième témoignage, c'est un témoignage un peu plus complexe. Donc, c'est un prof qui faisait de la classe inversée, qui s'est rendu compte que personne ne s'était préparé au cours. Et il leur a dit, bon, ben, allez écouter le vidéo chez vous ou bien sinon, je vous donne mon exercice, mais vous aurez de la misère parce que vous n'avez pas les connaissances pour le faire. De cette façon-là, le professeur a mis le doigt sans le savoir sur un enseignement différencié. Les étudiants qui avaient besoin de faire les étudiants qui avaient besoin de faire les vidéos, d'écouter les vidéos préalablement, ont pu le faire durant le cours. Et les étudiants qui étaient déjà prêts à sauter dans l'action l'ont fait aussi directement. Puis certains allaient consulter la vidéo pendant que le reste de leur équipe réalisait les travaux. De cette façon-là, on constate que c'est un environnement très dynamique où plusieurs étudiants se concentrent sur plusieurs tâches en simultané. Donc, dans le déroulement du cours, c'est sûr que c'est nécessaire d'encadrer les étudiants d'une certaine façon, mais il ne faut pas non plus les infantiliser et les obliger. Et finalement, quand on parle de conception pédagogique, on peut aussi penser à une amélioration graduelle d'un cours d'une session à l'autre, où on fait des expérimentations avec certains outils qui nous permettent de faire davantage d'apprentissage actif dans le cours. Puis, graduellement, au fil des sessions, on devient de plus en plus une classe inversée d'un bout à l'autre de la session. Donc, cette approche-là où on décide de construire graduellement nos contenus de cours est quand même appropriée dans le contexte où on risque de revenir en présentiel dans les classes, mais on a quand même préparé une bonne partie de notre cours, si ce n'est pas sa totalité, en version en ligne. De cette façon-là, on utilise quand même ce qu'on a produit pour la version en ligne, mais on le réinvestit dans des activités d'apprentissage actif complexes en classe. Et c'est applicable autant en classe sur Zoom qu'en classe présentielle. Donc, à chaque session, on rajoute une petite chose de plus, que ce soit côté technologie ou côté pédagogique. Des fois, on va essayer des scripts, des fois, on va essayer des technologies. Puis, ça va nous permettre d'expérimenter, de faire nos erreurs et d'apprendre de ça. Donc, avant de terminer, j'aimerais savoir si vous avez aimé le format de la discussion et si vous avez des questions qui demeurent sur la classe inversée. Ouf, c'est bientôt l'heure de dîner, hein? Oui, vas-y, Martine. Je me demandais, tu peux faire ce type d'enseignement-là avec un groupe de combien de personnes? En principe,
si l'organisation du cours le permet préalablement, là, c'est possible d'aller avec des groupes très, très gros. Parce que la classe inversée nous permet de faire une gestion qui est plus généralisée, où on a prescripté des directives, par exemple, sur le déroulement des activités. Aujourd'hui, dans la discussion que j'ai eue avec vous sur la classe inversée, on était une vingtaine, on aurait pu être une centaine probablement, puis ça aurait pu quand même fonctionner, étant donné qu'on donne la parole aux gens, puis qu'on doit limiter évidemment la parole en fonction du temps qui nous reste. Puis mon autre question, c'est comment on prépare un examen avec un cours comme ça? Ben, à ce moment-là, ça va être l'activité test dans Studium. Cette activité-là peut être utilisée à la fois pour de l'évaluation formative et sommative. Je veux dire, est-ce que l'examen est basé sur la théorie qu'on leur a fournie ou sur les discussions qu'on a eues dans les différentes activités? Ça dépend de vos objectifs d'apprentissage. Si les objectifs sont purement théoriques, le quiz ou le test peut être purement théorique aussi, puis ça peut être des questions choix multiples. Mais si les objectifs d'apprentissage sont de savoir créer ou de savoir argumenter ou critiquer, bien, à ce moment-là, on va aller davantage avec des résolutions de problèmes simples, individuels au niveau des examens à développement. Oui, merci. Il y a beaucoup, beaucoup de flexibilité. Il n'y a pas de, si on veut, de recette magique pour tout. Ghislaine? Oui, alors une question plus pédagogique. Je reviens à la notion de temps. On a généralement nos 3 heures, mais plus on demande des choses avant, quelles sont nos marges de manœuvre? Est-ce que systématiquement, on devrait dire, ben, les cours, finalement, ça va être 2 heures parce que je prends pour acquis que vous avez 1 heure avant? Est-ce que ça dépend du département? C'est quelque chose à convenir à chaque département? Puis si on ajoute en plus qu'il y a un forum et puis qu'il y a 100 étudiants et puis que les gens doivent aller sur le forum, répondre, y compris le prof, tout ça, j'essaie de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine un peu en soutien pour pouvoir clarifier cette notion de temps. Oui, le temps, c'est toujours le nerf de la guerre. Hein? En éducation, le temps, c'est le nerf de la guerre. Mais au plan de cours, on a généralement des attributions de temps qui nous sont un peu comme des lignes directrices de nos départements, où les cours sont déjà prédéterminés comme ayant un nombre X de crédits et un nombre Y d'heures de formation, au travers desquels on a des heures de formation en présence, des heures de formation en devoir, puis des heures de formation en laboratoire. Des fois, ça prend la forme d'un ratio 3-3-3, 3-0-6 ou dans le fond, on se reconnaît un peu dans ce genre de ratio-là. C'est important de vérifier avec le département ce qui est convenu avec les étudiants ou de convenir directement avec les étudiants lors de la première séance de cours, ce qui est attendu d'eux. Parce qu'évidemment, s'ils s'attendent à avoir un cours où on est 3 heures dans la classe et c'est tout, et on ne se parle plus de la semaine et merci, bonsoir, mais là, à ce moment-là, il faut simplement leur demander, bon, voici, mon cours est 3 heures présentielles et 3 heures à distance en moyenne. D'une semaine à l'autre, ça va varier, puis on va s'ajuster de gré à gré. OK. Mais de façon générale, c'est important d'établir dès le premier cours c'est quoi les balises, c'est quoi les règles du jeu, dans le fond, à quoi vous vous attendez d'eux, puis pour pas qu'il ait l'impression de se faire donner un coup de chien, ah, ce professeur-là, il nous donne tellement de travail, ça n'a pas d'allure. Mais si vous vous justifiez préalablement, si vous attendez d'avoir leur approbation pour déterminer plus précisément le nombre d'heures attendues d'eux à l'extérieur du cours, bien, ça va aider. Puis aussi, évidemment, les premiers cours en classe inversée, on en demande juste un petit peu à distance. On commence par petits morceaux, puis ensuite, ça peut prendre de l'ampleur au travers de la session à mesure que les bonnes habitudes d'études ont été établies. En fait, je vois que moi, je progresse au fur et à mesure vers la classe inversée, sauf qu'à un moment donné, il va falloir que je compte un peu, voir c'est quoi la répartition du temps. Je ne peux pas toujours progresser en gardant la même chose 3 heures en présentiel. Là. Il y a quelque chose qu'il va falloir que j'ajuste. Ma deuxième question, mais elle est très courte, c'est que je vois tellement de nouvelles solutions, Socrative, Student, c'est toutes des choses qui sont nouvelles. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut avoir toute cette liste-là et essayer de jouer avec? C'est
tellement des solutions nouvelles et différentes. Puis je vois que vous mettez les liens. Ça veut dire qu'il a fallu que vous créez un lien, peut-être un compte. C'est peut-être pas aujourd'hui de regarder tout ça. Je vois la réponse sur la plateforme Studium. Toutes ces technologies-là sont maintenant décrites sur Studium. Vous l'étiez déjà, là. C'est ça? Je vois la réponse, là. On a beaucoup de technologies disponibles sur Studium directement, mais par exemple, Socrative, c'est un logiciel que j'ai découvert à l'extérieur, qui n'est pas supporté par l'Université de Montréal directement. Ah, d'accord. Il faut faire nos expérimentations, puis évidemment, c'est une bouchée à la fois qu'on mange un éléphant. Donc, de fil en aiguille, on s'abonne à des réseaux de veille technopédagogique ou on va sur Facebook dans des groupes d'enseignants qui se partagent ce genre de ressources-là. Puis, au fil des années, on peut apprendre à utiliser différentes technologies. Évidemment, l'Université de Montréal a beaucoup de ressources à votre disposition pour utiliser les outils de notre environnement. On a tous les outils de la suite Office, de la suite Microsoft en collaboration en temps réel. On a aussi plusieurs outils du côté de Studium. Donc, c'est un immense buffet qu'il faut apprendre à découvrir, évidemment. Merci. Autre question? Ou commentaires, témoignages, anxiété, tout va bien? OK, je vais recéder la parole à Grégoire. Merci Grégoire pour l'opportunité. Merci à tous d'avoir participé, surtout. Écoute, merci à toi pour ce partage, hein. C'était vraiment un complément incontournable par rapport au sujet. Donc, on va avoir terminé la matinée. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation, pour les nombreux échanges qu'on a pu avoir, hein. Vous étiez quand même assez nombreux ce matin. Il y a eu beaucoup d'échanges, plus que la dernière école qu'on a eue. Donc, c'est vraiment intéressant de voir un petit peu les différents cas que vous pouvez nous partager, les visions. Donc, encore une fois, merci.